Bienvenue à toi, David Véninck. Tu es expert en vente. Je vais te laisser te présenter. Je suis très heureux de t'avoir en interview aujourd'hui. On va essayer d'être le plus authentique possible dans cette interview et on va parler de toi et de ton histoire. On va parler de méthodes de vente. On va parler de webinaires. Donc, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Eh ben, écoute, avec plaisir. Avant tout, déjà, je te tiens à te remercier. Merci, Xavier, de l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être là avec toi et puis de partager ce moment avec toi pour ton audience. Être authentique. Alors oui, je sais pas être quelqu'un d'autre que moi. Donc, Ok, quoi que je peux se faire, on est bien parce que finalement, j'ai trop par le passé essayé d'envoyer une certaine image à mes débuts en tant que commercial. J'ai souvent en fait cru qu'il fallait que je paraisse d'une certaine façon pour qu'on m'accorde la confiance, parce qu'à l'époque, j'étais un jeune vendeur, j'avais 22 ans et je traitais avec des directeurs financiers d'une cinquantaine d'années. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai souffert de ça, de cette incohérence en me disant, ouais, il faut absolument que je paraisse. Et ça a complètement changé depuis le jour où j'ai compris qu'en fait, ce qui allait faire que mon client allait me acheter, c'était d'être naturel et moi-même. Donc, je te rassure, aujourd'hui, je ne sais plus faire autre chose que d'être moi-même, que ça plaise ou non, ben voilà, c'est moi, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, moi, je suis David Véninck. J'ai 36 ans au moment où on fait cette vidéo. Je suis papa de 3 enfants qui ont 10 ans, 8 ans et 6 ans au moment où on fait cette interview. Et mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise à augmenter finalement leur chiffre d'affaires en activant leur épanouissement commercial. C'est-à-dire que mon métier, moi, ma mission, c'est de faire comprendre et d'aider mes clients à vendre leur savoir-faire au juste prix en y prenant du plaisir. Parce que moi, j'ai compris il y a des années maintenant que eh bien, vendre, c'était prendre soin de son client et c'était apporter de la valeur, être centré sur l'autre. Et on peut très bien le faire en étant totalement intègre et dans le respect de nos valeurs. Et donc, du coup, ce que je veux, c'est pouvoir aider mes clients à faire de même, à prendre du plaisir finalement à développer leur entreprise. J'ai créé mon entreprise il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, ça nous permet, ma femme et moi et nos enfants, de vivre la vie qu'on avait voulu il y a quelques années. Ça nous a permis de faire un tour du monde de 10 mois entre juin 2018 et avril 2019, tout en continuant à développer l'entreprise. On n'avait pas mis d'argent de côté pour ça. C'est l'entreprise qui a financé le projet en subvenant aux besoins de notre famille, en fait, tout simplement. Et Céline, ma femme, est devenue également salariée à temps plein de l'entreprise il y a 2 ans maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, j'accompagne mes clients à pouvoir prendre du plaisir à jouer au jeu de la vente en utilisant des systèmes de prospection, notamment par Internet, pour limiter leurs efforts commerciaux. Voilà. Ça, c'est waouh! pour le pitch de présentation. Oh. Le pitch tue, bien joué. J'aimerais revenir, avant de parler de vente, sur l'authenticité. C'est un problème qui revient souvent dès qu'on est filmé, dès qu'on sait que beaucoup de personnes vont nous voir. On a du mal à être nous-mêmes, on a du mal à être authentique. Et moi aussi, j'avais ce problème au début. Quelles sont les astuces que tu auras à donner à ceux qui se lancent, qui sont pas encore à l'aise avec la caméra et puis qui voudraient pouvoir vraiment être eux-mêmes et sans se soucier du regard des autres? Mhm. En fait, ce que je pense, alors moi j'ai longtemps souffert du regard des autres, même si en fait je suis quelqu'un qui est naturellement assez à l'aise en société, c'est-à-dire que je suis assez à l'aise avec les gens, je n'ai pas peur d'aller voir des inconnus pour parler, pour faire de nouveaux amis, je suis assez à l'aise. Pour autant, j'attachais encore, je l'attache encore, mais beaucoup plus, enfin beaucoup moins qu'avant. Avant, beaucoup pu penser en fait de moi et donc du coup ça pouvait freiner. Et je sais en fait ce que c'est le fait de dire ouais mais on va penser ça de moi, on va me juger, on va penser X ou Y. Et en fait il n'y a pas de solution miracle, mais moi ce qui a fonctionné pour moi, c'est la première chose à faire, c'est d'accepter d'être tel qu'on est, d'accord, et de s'autoriser à être tel qu'on est, parce qu'en fait si on a peur de ce que pensent les autres, bien souvent en tout cas moi quand j'avais peur de ce qu'allaient penser les autres, c'est parce que je me disais que j'allais pas correspondre à ce que les autres voulaient de moi. Et il y a une citation moi qui m'a beaucoup aidé, je sais plus de qui elle est, peut-être que ça te parlera, mais moi je me souviens plus de qui elle est. C'est une citation qui dit: je préfère être détesté pour qui je suis plutôt qu'être aimé pour qui je ne suis pas. Et ça a été un élément assez déclencheur chez moi de me dire en fait, ça sert à rien finalement d'être aimé pour quelqu'un que je suis pas, parce que finalement les gens vont aimer une personne qui n'est pas moi et du coup je serai pas dans la vérité, tu vois. Et il y a une autre chose aussi que j'ai compris, c'est que si j'essaye de plaire aux autres, donc de jouer un rôle pour plaire au plus grand nombre, bien en fait je ne suis pas vrai, je suis pas moi, je suis
une version de moi qui essaye de plaire à un tel, mais qui du coup va peut-être avoir un discours différent si j'essaye de plaire à une autre personne qui pense différemment. Et donc du coup, on a toujours finalement une sorte de rôle face à nous et on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas authentique et on n'est pas vrai avec les gens. Et moi, je sais que pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être vrai. Et en fait, on ne pourra jamais me reprocher d'être vrai. On pourra toujours me reprocher, au contraire, d'avoir un discours différent des autres personnes, mais après, on ne pourra jamais me reprocher d'être vrai. On pourra ne pas être d'accord, on pourra ne pas aimer ce que je dis, on pourra ne pas apprécier ma personnalité, on pourra ne pas apprécier mon débit de parole, on pourra ne pas apprécier le fait que je ne suis pas rasé. Enfin, j'en sais rien, on pourra toujours me reprocher plein de choses, mais on ne pourra jamais me reprocher de ne pas être vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je ben moi, vois. c'est à partir de là en fait, que je suis parti pour pouvoir dépasser un peu ces peurs. De me dire, en fait, quoi que je fasse, il y aura toujours des gens pour me critiquer. J'ai été critiqué dans ma vie. Enfin, tu vois, moi, si je ne m'épile pas les sourcils, j'ai un mono-sourcil à la Emmanuel Chin, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je le vis très bien. Quand j'étais jeune, c'était un gros complexe pour moi. Et quelque part, j'ai un élément déclencheur. Ça a été quelqu'un qui m'a appelé double moustache. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'avais le duvet naissant et j'avais ça. Mm. Et ça a été un élément déclencheur. Et tu vois, c'est pas grave en fait. Tu auras toujours des gens pour te critiquer, pour dire des choses sur toi, surtout quand tu essayes de bouger et d'avoir un message un peu différent des autres. Bah forcément, ça anime un petit peu les débats. Et donc, du coup, tu vois, on pourrait prendre, même Mère Teresa, elle avait certainement des détracteurs, des gens qui pensaient qu'elle faisait ça pour une autre raison. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, si je pars du principe que quoi que je fasse, il y aura des gens qui vont être en phase avec moi et des gens qui seront contre moi, eh ben, autant être moi-même, autant faire ce qui me plaît, autant dire ce que j'ai envie de dire et ce qui est vrai pour moi, parce que dans tous les cas, il y aura des détracteurs. Donc, eh bien, je me sentirai plus à l'aise de toute façon d'être détesté pour qui je suis et aimé pour qui je suis, plutôt que d'être détesté pour qui je ne suis pas et être aimé pour qui je ne suis pas. Voilà. Et ça a été pour moi vraiment un travail d'arriver à comprendre, mais pas seulement à le comprendre, à l'intégrer, à me dire, OK, je suis prêt à prendre cette décision, à faire cet effort, de me dire, voilà, il y aura toujours des gens qui seront contre, ben, autant être moi-même. Et puis, ça va plaire à qui ça va plaire. Et c'est pour ces personnes-là que je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, si je bafouille en vidéo, si j'ai pas le beau décor, si j'ai pas le bon truc, j'ai pas la bonne chemise, ben, peu importe, je le fais par rapport aux personnes et ceux qui sont pas contents, bah, tant pis. Et ceux à qui ça parle, eh bien, c'est à eux que j'ai envie de parler. Point. Voilà. Juste pour rappeler les chiffres, Mère Teresa, elle a 4 personnes sur 10 qui ne l'aiment pas. Hmm. 4 personnes sur 10. Bah, tu vois, je connaissais pas ces chiffres, et ben voilà, tu vois, typiquement. Et pourtant, enfin, après, et c'est pas grave en fait, parce que ce qu'elle a fait et toute l'œuvre de sa vie qu'elle a mis en œuvre pour aider les autres et tout, eh bien, pour toutes les personnes qui ont raisonné à son message et qui ont voulu la soutenir, eh bien, c'était des personnes qui allaient dans son sens et qui étaient effectivement du soutien pour elle. Et si elle s'était inquiétée quelque part de ce que les 4 personnes sur 10 pensaient d'elle, elle n'aurait pas mis en œuvre tout ce qu'elle a mis, elle n'aurait pas pu apporter la contribution qu'elle a, qu'elle a apportée en fait. Et Ouais, est-ce que... puis, Vas-y, vas-y. et puis en fait, il y a une autre chose. Moi, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que j'ai pris conscience que si je change mon comportement pour plaire à ceux qui ne m'aiment pas, là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que j'investis de l'énergie pour des gens qui ne le méritent pas en quelque sorte. Autant que j'investisse cette énergie pour être à 200% dans mes bottes, dans mon truc, pour les personnes que je veux attirer et avec les personnes avec qui j'ai envie de collaborer, d'échanger, de faire un ami ou de devenir client, peu importe. Voilà. Et ça a été pour moi aussi une révélation quand je me suis rendu, je me dis, OK, t'es pas vrai si tu essaies de plaire à tout le monde. Donc, abandonne l'idée de plaire à tout le monde et sois vrai, parce qu'au moins, ben, tu vas plaire aux gens avec qui tu as vraiment envie d'investir pour ces gens-là, sera bien investi, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour te reprocher des trucs. Ouais. La dernière fois, j'étais avec un client, on buvait un café et il n'arrivait pas à passer à l'action, il avait cette peur du regard des gens. Et en fait, en parlant avec lui, en discutant, on s'est rendu compte que il se concentrait sur ce qu'il voulait pas. C'est-à-dire que au lieu de se concentrer sur les bénéfices qu'une action allait lui apporter, il se concentrait sur ce qu'il voulait pas de cette action. C'est-à-dire, oui, mais j'ai peur de me mettre en ligne sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas être critiqué, je ne veux pas que des gens ne soient pas d'accord avec moi, j'ai peur de dire la mauvaise chose au mauvais moment. Alors qu'en fait, si tu te concentres sur les bénéfices, ok, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, au final, tout change et ton état d'esprit, il switch. Ouais. Effectivement, c'est fondamental ce que tu dis parce qu'on a tendance trop souvent à se focaliser sur les risques d'une action et non pas sur
les gains potentiels de cette action. Et moi, il y a une expérience qui m'a marqué. J'étais à un séminaire français. Il y avait plusieurs centaines d'entrepreneurs et l'organisateur du séminaire a fait intervenir un intervenant américain. Et vu qu'il ne parlait pas français, il y avait une traductrice qui était là pour traduire les mots en direct de l'intervenant. Et l'intervenant, à un moment donné, parle de son histoire et il dit, je sais pas quoi, to take a chance to, tu vois, il expliquait, il a dit, et en fait, voilà, to take a chance to, d'accomplir quelque chose. Et la traductrice a traduit ça par prendre le risque. J'ai pris le risque de, etc. Et je dis, bah non, en fait, pourquoi en français, on traduirait to take a chance par prendre un risque? Si on suit la traduction littérale, moi, j'aurais plutôt dit tenter ma chance. Et en fait, je Ouais, pense que ça, c'est fondamental de l'état d'esprit dans lequel on est. Soit on est dans un état d'esprit où on tente sa chance, soit on est dans un état d'esprit où on prend un risque. Mais en fait, c'est qu'une question de choix. Parce que finalement, l'action que l'on va faire, on ne sait pas encore le résultat. Et effectivement, il y a peut-être un risque qu'il se passe des choses, mais il y a aussi un risque positif que les choses se passent de la bonne façon. Et ce qui va faire qu'on va y arriver ou pas, c'est plutôt l'intention et l'énergie dans laquelle on va se mettre. Et donc, autant tenter sa chance et essayer. Voilà. Il y a un Wayne Gretzky qui a dit un jour, vous allez rater 100% des essais que vous n'allez pas tenter. Voilà. À partir de là, tu as tout compris. Si tu sais que de toute façon, si tu n'essayes pas, tu es sûr d'échouer. Si tu tentes, peut-être que tu vas échouer, mais du coup, tu te laisses quand même l'opportunité de réussir. Donc, tu n'as rien à perdre à essayer et à le faire. Est-ce que tu es dans l'abondance mindset ou le scarcity mindset? Est-ce que tu as l'impression et tu ressens en toi que tout est possible, qu'il y a de l'abondance partout, ou est-ce que tu as l'impression que tu vas manquer d'argent, que tu vas manquer de ci, de relations, etc. quoi. Et puis, je vais même aller plus loin, c'est que on peut effectivement. Moi, je suis un genre d'entrepreneur qui ose, qui avance pour faire les choses, mais je ne suis pas non plus en mode bisounours ou tête brûlée à me dire ouais, si je positive et que je vois que le côté positif et tout, ça va forcément bien se passer. Non, je vais focaliser toute mon attention là-dessus parce que je sais que c'est le meilleur moyen pour moi de mettre toutes les chances de mon côté, mais je vais quand même me dire ok, et si il se passe pas exactement ce que j'attends? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, moi, j'ai toujours eu cette habitude d'avoir des plans B, un plan C, et ça permet du coup de se rassurer et d'avoir effectivement d'aller encore plus confiant en avant. Tu vois, quand j'ai lancé mon entreprise, même avant de lancer mon entreprise, quand j'ai décidé de quitter mon dernier employeur pour me lancer à mon propre compte, j'avais aucune certitude que ça allait fonctionner. Je ne savais même pas ce que j'avais envie de faire. J'avais l'envie de me lancer à mon propre compte pour avoir plus d'impact, pour me sentir utile, pour donner du sens à mes actions et donner du sens à ma vie, mais j'avais aucune garantie que ça allait marcher en fait. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai quand même osé sauter le pas, osé demander une rupture conventionnelle pour quitter mon employeur et puis me laisser du temps pour avancer dans cette direction? C'est que, un, je me suis dit, une chose est sûre, c'est que si j'essaye pas, ça marchera pas. Deux, qu'est-ce qui va me rendre le plus fier de moi? Est-ce que c'est d'essayer et de rater? Ou est-ce que c'est de carrément pas essayer du tout et de céder à la peur? Moi, je savais qu'à ce moment-là, ce qui allait me rendre le plus fier de moi dans 6 mois, même s'il ne se passe rien, c'est au moins de m'avoir fait confiance, de m'être fait confiance, d'avoir osé et d'avoir écouté mes tripes là où toutes ces années, j'ai étouffé mes envies, j'ai étouffé mon désir, j'ai suivi que la raison, que ce que les autres attendaient de moi. Voilà, je voulais plus de ça, je savais que j'allais être plus fier de moi d'avoir osé finalement m'écouter et passer à l'action. Et ensuite, je me suis comme dit, ok, et au pire, s'il se passe rien, et si ça marche pas qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai identifié les plans B. Je me suis dit, si ça marche pas, c'est pas grave. Je pourrais toujours reprendre un boulot. Je pourrais toujours peut-être prendre un emploi à mi-temps pour avoir le temps de continuer à développer mon projet si ça doit prendre plus de temps que prévu. Peu importe, j'étais prêt quelque part à faire l'effort. Et si on n'est pas prêt à un moment donné aussi derrière fort, eh bien, c'est là où on peut craindre la peur. Mais moi, je me suis pas de principe que, ok, j'ai envie d'y aller, j'y vais parce que si je tente, le seul risque que je prends, c'est que ça marche. Parce que si je fais rien, c'est sûr que ça marche pas. Mais si j'essaye, le seul risque que je prends, c'est que ça fonctionne. Et puis ensuite, eh bien, si malgré tout, eh bien, je veux y aller en toute sérénité, j'identifie un plan B ou un plan C pour comme ça me sécuriser. Voilà. Et moi, c'est comme ça que j'avance généralement. Ouais, j'ai voulu t'interviewer, David, parce qu'on a le même parcours sur ça. Moi, il y a 3 mois, j'ai fait le grand saut. J'ai fait une rupture conventionnelle comme toi. Et ma philosophie, c'est vraiment la question que tu dis, c'est quoi le pire? Et en fait, quand tu te poses vraiment la question et que tu te dis, mais le pire, au final, je vais pas être à la rue, je vais pas être sous un pont, ça serait vraiment le pire du pire, mais ça peut pas arriver parce que c'est pas possible, puisque on rebondit toujours. Et au final, quand tu te poses cette question, quoi,
tout devient plus facile et tu prends les bonnes décisions. Tu arrêtes d'écouter ton environnement négatif. D'ailleurs, on va en parler de l'environnement. Euh, dans quel environnement tu as baigné et dans quel environnement tu es aujourd'hui? Alors, je vais répondre à ta question. Tu me permets juste de rebondir sur ce que Ouais. tu as dit et c'est très juste. Parce qu'en fait, une des clés, souvent, les peurs, elles sont dans notre tête. Et en fait, on s'imagine un monde imaginaire. Parce qu'une peur, elle est pas elle est factuelle par rapport à une expérience passée, mais on ne sait pas l'avenir, on le maîtrise. Enfin, on peut changer les choses, on peut prendre des décisions. Et donc, du coup, là, ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant, c'est qu'en fait, le seul moyen, et moi, c'est la technique que j'utilise, pour moi, le seul moyen de dépasser des peurs, c'est de la matérialiser, c'est d'y faire face, c'est d'y faire front. Et donc, pour matérialiser nos peurs et s'y confronter à nos peurs, il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui peut arriver au pire des cas? Qu'est-ce qui peut arriver? Et de lister et de décrire les choses. Voilà, ça peut arriver, ça peut arriver. Il faut lister tout ce qui peut arriver de bien. Mais moi, je suis aussi fait partie de l'école. Je dis, OK, on va lister tout ce qui peut arriver. Et ensuite, on peut se poser la question, OK, si ça arrive, sur quoi j'ai le contrôle pour pouvoir trouver une solution. Si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, on n'est pas dans un mode de peur, on est dans un mode de solution, de proaction. Ok, je sais pas, ça marche pas. Ma femme, ça se tend entre nous. Moi, quand je me suis lancé, j'étais papa de 3 enfants, marié avec des crédits sur le dos, etc. Donc, il y avait un gros enjeu derrière. J'étais pas un jeune célibataire de 18 ans. Où là, j'avais beaucoup moins quelque part d'enjeu. J'avais un enjeu quand même assez important. Et pourtant, mais OK, si à un moment donné, il se passe des tensions, qu'est-ce que je peux faire en fait face à ça? Et quand tu matérialises ta peur, eh bien, ça rentre dans le concret. Tu te rends compte bien souvent que c'est plus petit que ce que tu imagines et au moins, tu peux y faire face. Voilà, et donc, je trouve ça cool parce que tu dis, qu'est-ce qui se passe au pire des cas? Tu matérialises ta peur. Alors, pour répondre à ta question sur l'environnement, moi, j'ai vécu dans un environnement. En fait, mon papa et ma maman mon environnement, ça a été un environnement où j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué de rien. Je suis quelqu'un qui est plutôt, comment dire, j'ai jamais eu besoin de faire trop d'efforts. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, j'étais pas un élève excellent, j'étais pas non plus un cancre. J'étais plutôt l'élève qui va bosser ce qu'il faut pour avoir des bonnes notes, mais sans forcément avoir envie d'en faire plus. Et puis voilà, maintenir le truc. Et donc du coup, je suis resté dans un environnement où finalement, j'étais dans une zone de confort. Et moi, ça a été un peu une difficulté pour moi en fait. C'est que justement, je m'étais jamais vraiment trop confronté, j'ai jamais été confronté à la difficulté. Et moi, ce que j'ai dû dépasser avant de me lancer, c'est justement, et ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est de me dire stop, faut à un moment donné que tu te sortes les tripes tu les mettes sur la table, quoi. J'ai un cousin, par exemple, qui a fait koh 5 fois, qui est parti en Australie tout seul. Et je me dis, tu vois, lui là, il s'appelle Freddy. Freddy, lui, voilà, il se met en danger, il fait des choses. Ça m'inspirait en fait, tu vois. Et moi, j'ai Ouais. toujours été dans un environnement un petit peu cocon où tout se passait plutôt bien. Et quelque part, ça me rassurait d'un côté, mais j'ai dû vraiment oser dépasser ça en fait. Et puis après, ma maman, elle a arrêté de travailler quand elle m'a eu donc en 82. Et mon père, lui, comment dire, il a toujours travaillé en tant qu'ingénieur, puis voilà, ingénieur, enfin peu importe. Mais ce qu'ils m'ont transmis en fait bien souvent, et ce que j'ai grandi avec l'idée de se dire que il faut travailler et que même si le travail ne nous plaît pas, c'est pas grave parce que tout n'est pas rose dans la vie, mais qu'il faut se faire une place et il faut faire des bonnes études, il faut bien travailler pour pouvoir assumer une vie de famille et ce genre de choses. Ça, c'était l'environnement dans lequel j'ai vécu. J'ai pas vécu dans un environnement d'entrepreneur. Et mes parents, je l'aime plus que tout. Et ils ont fait ça pour mon bien, mais je sais qu'il y a plein de choses, plein de croyances et pensées qui m'ont transmises, qui ont été longtemps en fait des freins pour moi et que j'ai dû dépasser sur la peur, sur la peur d'oser sortir des sentiers battus, de ne pas rester finalement un petit peu comme ce que la masse, on va dire, va faire. Tu vois, par exemple, à 18 ans, quand il faut remplir la feuille de bac, savoir qu'est-ce qu'on va faire après le bac, moi, j'ai dit à mes parents, moi, mon rêve serait d'être acteur, quoi. Moi, j'adorais être comédien, monter sur scène, faire des films et tout ça. Et ils m'ont dit, écoute, c'est bien, mais tu sais, il y a des millions de gens qui rêvent de faire ça, il n'y a que très peu d'élus. Donc, fais plutôt un truc dans lequel il y a du débouché. Tu vois, on était en 2000 à ce moment-là, il m'a dit, fais plutôt de l'informatique. Informatique, ça a le vent en poupe, ça va augmenter. Ah ouais, bon, ouais, t'as raison, ok. Bon, et puis, on étouffe ses passions, on étouffe son envie, on étouffe ce que ton cœur te dit, que tu fais ce que la tête te dit. Et puis, et pendant plusieurs années, pendant 13 ans, en fait, il s'est passé ces choses-là, en fait. À suivre la raison plutôt que la passion, parce que mon environnement était dans un environnement où on fait plutôt les choses sécurisées que de suivre vraiment ce que tu as envie, ou c'est risqué, en fait. Voilà. Tu vois, mes parents, c'est pas des gens
des gens qui sont plutôt à économiser l'argent, à faire en sorte de vraiment compter 3, 4 fois, de faire des comparatifs avant d'investir, ce genre de choses, parce qu'il y a un peu la peur du manque, ce genre de choses, et pourtant on n'a jamais manqué, mais voilà. Et donc du coup, moi j'ai grandi un peu dans cet environnement. Ok. Et comment tu as fait pour t'en extirper et développer cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de penser que tu as aujourd'hui, rencontrer des gens qui t'amènent, qui te tirent vers là où tu veux aller. J'aime pas dire vers le haut parce que ça crée une différence entre les gens qui sont dans un autre Mm. environnement et tu as l'impression que tu es supérieur. Enfin, ça donne Mm. l'impression qu'on est supérieur alors qu'on n'est pas Ouais. supérieur. Donc, Ouais, j'aime comment bien tu as fait ça. pour t'en échapper, pour aller vers ce que te dictait ton cœur? Ouais, vers un autre. Ben, en fait, il y a eu 2 choses à faire qui n'ont pas été faciles pour moi. Excuse-moi. La première, en fait, c'est d'accepter que, en fait, tu sais, faire renier tes parents un petit peu, c'est pas les renier, mais renier ce que tu as, l'héritage, c'est pas évident. Parce que tu as l'impression de te dire que. Putain, c'est ouf. Tu as l'impression de te dire finalement que tu trahis tes parents, alors qu'en fait, non, je reproche rien. Simplement, c'était pas la direction dans laquelle moi j'avais envie d'aller. Donc la première chose, c'est d'accepter ça, de se dire que les parents, on a beau les aimer et tout l'amour du monde, mais peut-être prendre conscience que ce qu'on essaie de nous transmettre pour nous, c'est pas ce que nous on a envie ou ce que nous on a besoin au fond de nous, et donc d'avoir le courage de suivre ses tripes, son cœur, là où il nous guide. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de s'entourer en fait de personnes qui sont dans cette nouvelle dynamique, la dynamique dans laquelle nous on a envie d'aller. Et moi, je sais que dès le départ, en fait, quand j'étais en 2014, euh, comment dire, libre de toute contrainte de salarié et tout ça, où je savais que j'avais le temps de réfléchir à mon projet et autres, eh bien, j'ai acheté des formations justement sur la liberté financière, sur la vision dans laquelle j'avais envie d'avancer pour les années à venir. En fait. Donc, j'ai acheté des formations, j'ai participé à énormément de séminaires, j'ai connecté avec beaucoup de personnes qui étaient déjà plus avancées que moi sur ces sujets-là, parce que moi, je crois beaucoup au mentoring, je crois beaucoup aussi au fait tu sais, la loi des personnes qui t'entourent fait que tu es la moyenne. Enfin, il y a un dicton qui dit, comment il s'appelle ce monsieur? Ah mince, Jim Napoléon Rohn, Hill, Jim Rohn ou Napoléon Hill, je crois, qui avait dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et donc, du coup, voilà, je me suis entouré énormément de ces personnes-là pour pouvoir eh bien m'imprégner de ce nouvel état d'esprit. J'avais lu en fait pas mal de livres également avant de prendre ma décision parce que ça s'est pas fait d'un seul coup. C'est la cocotte minute à monter jusqu'au jour du stop, j'en peux plus, on passe à autre chose. Voilà. Et c'est tout ça finalement qui a fait que ça m'a permis d'évoluer en fait. C'est d'accepter de couper des liens qui sont pourtant des liens forts pour pouvoir, mais pas les liens avec mes parents, les liens avec des croyances, hein, je parle. Ah, Ça, mes parents, d'accord. on se voit, j'aime mes parents, on se voit tout le temps, il n'y Ouais, a ouais. pas de souci. Et Ok. c'est couper les croyances en fait, les liens avec des croyances que tu as eues par le passé qui, elles, t'en empêchent. Et puis deux, c'est de s'entourer, de se former en fait. Et quels sont les déclics que tu as eu par rapport à ça? Est-ce que tu te souviens avoir eu certains déclics au niveau, je sais pas, de la vente ou ah mais ça c'est possible ou ah mais non mais cette croyance qu'on m'avait mis dans la tête, en fait elle est fausse. Tu te souviens de déclics comme ça qui t'ont impacté ou pas? Ouais, ouais, j'ai eu plein de déclics en fait. La vente, enfin les déclics sur la vente, je les ai eu beaucoup, enfin des années avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en fait. Parce que moi, avant de lancer mon entreprise, je travaillais pendant 13 ans dans le domaine de la vente en tant que technico-commercial, ingénieur commercial et ingénieur d'affaires. Donc les armes en fait de la vente, je les ai faites sur le terrain en faisant du porte-à-porte, en faisant du phoning, j'ai fait plusieurs milliers de rendez-vous commerciaux en face à face avec des propositions, des bons de commande papier avec le stylo qui écrit sur le carbone. Enfin bref, à l'ancienne quoi. Euh, donc, ces déclics-là, je les ai eus bien avant en fait, de lancer ma propre entreprise. Mais si on veut parler de la vente en tant que telle, euh, il y a plusieurs choses en fait qui ont pour moi été fondamentaux. Choses fondamentales, enfin peu importe. Ouais. En fait, le premier déclic que j'ai eu, ça a été d'être naturel, en fait, d'être moi-même. C'est bête, mais on en a parlé au début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas faire autrement parce que je me suis tellement mis dans le. Je me dis, bon, de toute façon, maintenant, c'est hors de question. Je ne veux plus jouer, je veux plus faire genre. En fait, quand j'avais 20 ans, non, 22 ans, pardon, je démarre mon école de commerce en alternance. Et donc, je dois trouver une entreprise. Et l'entreprise que je trouve fait de la vente de logiciels de gestion pour les directions financières. Donc, j'ai 22 ans et mes clients sont des mecs qui ont 50 ans, 55 ans, qui gagnent bien leur vie, qui ont des grosses responsabilités dans les grosses boîtes. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis, punaise, c'est des financiers, je vends un produit sérieux à des grosses boîtes, il faut que je paraisse sérieux. Et donc, ma vision des choses, c'est pour paraître sérieux, il faut que je sois en costard-cravate, la cravate bien remontée, bien serrée jusqu'en haut. Et puis voilà, le torse droit,
Et puis voilà, tu vois, Ouais, montrer le que tu cliché. as 22 ans, tu es un petit jeune, si tu veux de la crédibilité, il faut jouer, faut être comme ça. Et ça je l'ai fait pendant plusieurs mois, voire même bien 2 ans, 2, 3 ans, quoi. Et ça n'a pas marché, en fait, évidemment. Parce que ben, je n'étais pas naturel. Et du coup, j'étais venu à me dire que ben, peut-être que je n'avais pas la fibre commerciale, peut-être que je n'étais pas bon, en fait. Et 3 ans plus tard, à force de galérer, ils m'ont gardé 3 ans. Et pourtant, j'ai dû faire peut-être 2 ventes sur les 3 ans. Enfin, c'était horrible, quoi. Et ces personnes-là qui m'ont recruté, je suis encore en relation avec eux aujourd'hui. C'est un de mes mentors. Et des années plus tard, je dis, mais pourquoi tu m'as gardé? Enfin, à l'époque, je ne comprends pas. Moi, si j'avais été à ta place, je me serais viré. J'étais nul. Et ils m'ont dit non, mais enfin, ouais, ok, c'était pas performant d'un point de vue commercial, mais tu apportais plein d'autres choses à l'entreprise. Il y avait plein de sujets sur lesquels nous, on trouvait que tu avais plein d'apports et plein de valeurs à apporter. Bon, bref. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais me lancer un défi, c'est de faire de la vente au particulier, parce que j'avais cette image que ça allait être une école de la vente à la dure. Et là, au moins, j'allais me rendre compte, ben, face à moi, si soit je suis bon et je perdure, soit je suis une quiche et ben, je dégage, quoi. Et du coup, en fait, durant les premières semaines, j'ai analysé vraiment les vendeurs qui avaient énormément de résultats. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient un comportement totalement différent du mien. Là où moi, j'essayais de paraître sérieux, eux étaient naturels, rigolaient avec les gens, racontaient des blagues, déconnaient, enfin, tu vois, étaient totalement dans le naturel. Et je me suis dit, waouh! Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Enfin, moi, j'aime rigoler, j'aime faire des sketchs, j'aime faire marrer les gens. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas pourquoi je pourrais pas être sérieux sans me prendre au sérieux? Et ça a été un premier déclic pour moi. Quand je faisais de la prospection, j'ai appliqué le fait d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai vraiment réussi à décrocher beaucoup de rendez-vous au démarrage, en porte-à-porte ou autre, parce que quand je venais face à un prospect en toquant à la porte, eh bien, au lieu, comme 90% des commerciaux, ils débitent un speech appris par cœur, robotique et autres, moi, j'étais moi-même, je rigolais, je blaguais sur leur jardin, sur le vélo qui était dehors, sur les habits, sur je sais pas, le t-shirt Spiderman qui avait accroché à la corde à linge. Enfin bref, j'étais capable en fait de plaisanter sur leur environnement et donc du coup, j'étais là où ils ne m'attendaient pas. Ça créait de la surprise, ça me faisait bugger complètement le cerveau et ça permettait de créer une relation dès le départ totalement différente de ce qu'ils attendaient. Parce qu'il y a rien de pire que de déranger chez soi. Et tu vois, quand quelqu'un il entend cogner, il se dit encore un foutu démarcheur qui vient m'embêter. Et Ouais, si moi je me présente et si je me présente comme ce fichu démarcheur, oui bonjour David Benin, Société Énergie machin, ce qui se passe c'est que la personne se dit j'avais raison. mm, Encore un fichu démarcheur. Mais si je viens en mode à la cool, oui, bonjour madame, je viens vous prévenir parce que c'est à vous le t-shirt Spider-Man là qui est dehors. Enfin, je dis des bêtises, tu vois. Mais peu importe, l'idée, c'est pas de dire un truc intelligent. L'idée, c'est de capter l'attention en disant des choses qui surprennent. La personne, elle s'attend pas à ça, elle se dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte, de quoi il parle, où est-ce qu'on est là? Et en fait, c'est un pattern interrupt, comme patin, on ouais. utilise en hypnose. Et du coup, la personne, le cerveau, il bug. Et là, tu peux rétablir en fait dès le départ une communication sur une base vierge, sans a priori, sur laquelle tu peux rebondir. Ben, ça, moi, je suis très à l'aise à le faire, mais je ne savais pas que j'étais capable de le faire jusqu'à ce que je m'autorise à le faire. Ça, c'est le premier déclic. Et le deuxième, c'est que quand je commençais à prendre beaucoup, beaucoup de rendez-vous, j'arrivais pas à les transformer en clients. C'est-à-dire que j'avais plein de rendez-vous. Je bossais le soir jusqu'à minuit. C'est-à-dire qu'un rendez-vous, à l'époque, il faut savoir que ça durait entre 3 et 4 heures. D'accord. Donc, j'arrivais chez les gens, vu que les gens étaient salariés, chez eux peut-être à 18h, 19h, peut-être des fois 20h. Et donc, je restais chez eux jusqu'à 22h, 23h ou même minuit, tu vois. Mm. Et quand, à la fin de ces 3 à 4 heures, j'entendais dire, ben, ouais, c'est intéressant, on se rappelle. Et que là, j'étais là en mode, punaise, j'ai les gouttes qui coulent. Bon, ben d'accord, on se rappelle, ouais, ben, faut qu'on réfléchisse, revenez, rappelez-nous dans 2 jours, machin, etc. Et j'étais pas capable de passer ça. J'étais face à un mur, en fait, où à chaque fois que les gens me disaient, il faut qu'on se rappelle, il faut qu'on réfléchisse, on ne prend pas de décision à chaud, c'est une question de principe. Enfin, toutes ces objections, en fait, j'étais pas incapable de les dépasser parce que j'avais cette image de dire, OK, si mon client me dit ça, il faut que je reste pas obtenir l'accord du premier coup. Et donc, je devais faire partie de ceux qui avaient des taux de conversion il fallait au moins 3 rendez-vous, quoi, tu vois. Et encore, vu que je diluais le nombre de rendez-vous, j'avais beaucoup moins de conversion que la majorité des gens. Et mes directeurs commerciaux me disaient, écoute, David, la stratégie de l'entreprise, c'est rendez-vous en R1. C'est signature au premier rendez-vous. Il y a un dicton qui dit dans la vente directe, R1 ou rien. Il y a un autre dicton qui dit, client à revoir, client au revoir. Donc, si tu dois reprendre un rendez-vous, c'est mort. Si tu dois revoir ton client va te dire au revoir, donc tu dois signer au premier rendez-vous. Je te jure que quand on me dit ça, à l'époque, moi, j'ai des grosses sueurs froides. Je me dis, mais moi, je suis pas un vendeur, j'ai pas la tchat, je suis pas capable de dépasser ça. Et finalement, j'ai fait pas mal de rendez-vous en doublette, donc en accompagnant d'autres commerciaux.
Et je les ai regardés faire. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qu'ils faisaient, eux, ils osaient à un moment donné dépasser leur peur et tendre le stylo à la fin, dire quoi, bon, monsieur le client, ça fait 4 heures qu'on est là, vous avez dit que ça, c'était bon pour vous, vous me faites confiance, la solution, elle vous plaît, le prix est cohérent par rapport à votre budget, tout est bon, ben voilà, il n'y a plus besoin de tourner autour du pot, pardon, tac, on sort le bon de commande, on le pose sur la table, on tend le stylo, puis Signature. on y va comme ça. Oh, et moi, quand je les voyais faire ça, je te jure, j'étais là, mais en mode, oh, je suis incapable de faire ça, c'est un truc de fou. Et finalement, un jour, je me dis, OK, écoute, le seul moyen de savoir si ça marche ou pas pour toi, bah, c'est de le faire. Donc, j'ai dû faire comment dire, faire un gros effort de me dire, je coupe mon cerveau et je me dis, OK, je te laisse aucun choix, David. Alors, des fois, je me parle à la troisième personne, hein, mais je te laisse aucun choix, mec. Ce soir, en rendez-vous, quoi qu'il se passe. Alors, si je me rends compte que le prospect, c'est intéressant pour lui, si c'est pas un prospect idéal pour moi, ça sert à rien que j'essaie de le vendre parce que c'est pas bon. Mais si ce soir, j'ai un prospect qui est intéressé, c'est bon pour lui, je lui fais faire des économies, je lui apporte une bonne solution, quoi qu'il me dise, je veux réfléchir au machin, j'y vais. Je me suis dit, je te laisse pas le choix, c'est le défi, c'est challenge. Elle me dit, OK, je fais ça ce soir. Du coup, bon, c'est bien tombé parce que j'avais le soir même, je passe 3 heures avec la personne, enfin avec le couple. Bon projet, ils ont une grosse facture de chauffage. Moi, je me dis, le projet que je peux leur apporter, c'est vraiment bien. Ils ont un petit effort financier au départ, mais ils rentabilisent quand même l'investissement, puis ils vont avoir plus de confort. Bref, tout est au vert. Je vois arriver là, à la fin du rendez-vous, j'ai commencé à avoir les gouttes qui coulent parce que je me suis dit, punaise, il faut que je fasse ça. Oh là là, mais ils vont me jeter des tomates, ils vont me jeter un coup de pied au derrière, en dehors de chez eux. Bref, font le truc. Évidemment, l'objection, je veux réfléchir, arrive. Là, je prends mon courage à deux mains, je leur dis, OK, c'est le moment. C'est normal de vouloir réfléchir, je comprends. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble. Peut-être on repasse en revue. Je prends une feuille de papier blanc et je dis voilà, quels sont les sujets sur lesquels vous pourriez avoir besoin de réflexion. Le besoin. Est-ce que votre facture, le fait de diviser votre facture, c'est quelque chose qui vous intéresse? Là, on a vu que vous pouviez diviser votre facture par 3. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. OK. Donc là, tu marques économie. Oui. OK. Est-ce que la solution que je vous montre, l'aérothermie, pour utiliser des énergies gratuites pour faire économiser de l'argent et avoir un système confortable, est-ce que cette solution, elle vous plaît? On l'a vu, où est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce que ça vous plaît? Oui. OK. Solution, oui. Moi, est-ce que vous me faites confiance? Parce que si vous ne me faites pas confiance, évidemment, on ne pourra pas travailler ensemble. Mais est-ce que vous me faites confiance, moi? Oui. OK. David, oui. Très bien. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille, vous êtes convaincu que c'est une entreprise sérieuse qui va vous apporter un produit de qualité, un service de qualité? Je vous l'ai dit, on est là depuis tant d'années, on a telle et telle référence client. Est-ce que vous faites confiance à l'entreprise sur laquelle je travaille? Oui. OK. Donc, énergie, oui. Qu'est-ce qui reste? Le prix. Est-ce que le prix, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au budget, est-ce que le prix est cohérent? Ah ouais. Voilà, on voit que le prix, c'est un peu compliqué. Forcément, ça nécessite un petit peu d'effort budgétaire. OK. Est-ce que si on trouve un accord sur le prix et qu'on trouve un accord pour trouver un terrain d'entente, est-ce que là, on pourrait faire affaire? Ah bah ouais, faut voir. OK. D'accord. Bon. Là, je peux dire que là, mon t-shirt, ma chemise, elle était trempée. Bref. OK. On a un compte. Et là, du coup, dans l'entreprise, j'avais vu et ça, on me l'avait enseigné, mais je n'avais jamais osé le faire. C'est le contrat de partenariat. Je leur ai dit, écoutez, Energia propose un contrat de partenariat, c'est très simple. Si aujourd'hui vous vous engagez à me donner les coordonnées de 5 personnes que je pourrais contacter de votre part, ou même mieux que vous pouvez peut-être me présenter, qui ont des factures de chauffage élevées et qui aimeraient, comme vous, faire des économies d'énergie, à ce moment-là, ma direction m'autorise à vous faire une remise complémentaire qui fait que ça correspond à votre budget. Est-ce que voilà, si vous êtes prêt à faire un pas vers moi, je suis prêt à faire un pas vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, OK, boum. Et là, j'ouvre ma sacoche. Je sors le bon de commande, je le mets sur la table, je dis bon, on y va comme ça. Et là, ça a été les secondes les plus longues de ma vie. Tu sais, la technique du silence. Ouais, je connais. Et là, le stylo, il devait trembler, tu sais. Et la personne, elle l'a pris, elle a signé. Et en fait, ça n'a pas été ça mon déclic. Déjà, j'étais fier de moi parce que je l'ai fait. La personne a signé, mais c'est surtout que quelques jours plus tard, quand je suis retourné voir cette personne-là, pour planifier les choses, les rendez-vous ont été pris pour l'installation du système et tout, la personne m'a dit, écoute David, franchement, je te remercie. Je te remercie parce que ce soir-là, quand on était enfin ensemble, moi je ne le connaissais pas, 4 heures avant, je ne le connaissais pas. Hein. C'était un rendez-vous fourni, c'est un centre d'appel qui m'avait donné un rendez-vous, ils avaient pris rendez-vous comme ça. La personne, elle m'accueillait pour un bilan thermique, elle ne se doutait pas du tout qu'elle allait acheter un truc à 15 ou 20 000 euros avec un crédit sur 13 ans. Bref, elle me dit, écoute, je te remercie pour ça parce que je suis super content d'avoir pris la décision, mais je pense que si tu ne m'avais pas aidé
à la prendre, je ne l'aurais pas prise. Et maintenant, je suis ravi de l'avoir fait. Donc, merci de m'avoir aidé à prendre la décision. Et bien ça a été un élément déclic pour moi. Un des plus gros déclics en termes de vente, c'est que j'ai compris ce jour-là qu'en fait, c'est difficile pour moi en tant que vendeur d'oser demander, d'oser dire on y va. Et c'est encore plus difficile presque pour l'acheteur de dire oui, est-ce que je fais une bonne affaire, est-ce que c'est bien, est-ce que etc. Et donc, du coup, prendre une décision, c'est compliqué. Eh bien, moi, mon rôle, c'est d'aider mon client à prendre une décision. Et aujourd'hui, pour moi, ce que j'enseigne, c'est que vente égale coaching à la décision. La vente, c'est ni plus ni moins qu'aider mon client à prendre une décision, oui ou non. Et si je suis convaincu que ce que j'ai à offrir permet à mon client d'obtenir ce qu'il désire, d'obtenir les bénéfices qu'il aimerait obtenir, eh bien, je n'ai pas le choix. C'est ma responsabilité d'obtenir son accord et de dépasser mes propres peurs, d'oser l'aider à me dire oui et d'oser finalement mettre en place les choses. Voilà. Et ça a été un des gros déclics pour moi. C'est quand cette personne m'a remercié d'avoir fait ce qui me faisait le plus peur avant. Tu vois ? Ça, c'est la première vente et le premier merci. C'est un déclic phénoménal. Et il y a une citation qui dit si ton produit ou service a le pouvoir de changer la vie de ton client, tu as le devoir de faire tout ce que tu dois, tout ton possible pour le mettre entre ses mains. Et c'est exactement ça, et c'est exactement ta démarche. Tu allais lui faire gagner de l'argent, donc tu le sers en fait. Tu lui vends pas ta cam. Il faut pas penser à ce que tu vas gagner, mais vraiment à son besoin et à ne pas lui vendre s'il en a pas besoin, effectivement. Exactement. En fait, à partir du moment, dans le mindset de la vente, moi, je suis prêt à tout parce que je sais que je suis quelqu'un de bien. Et ça, il faut être capable de se dire, ouais, je suis quelqu'un de bien. Je sais que, qu'est-ce que ça veut dire, je suis quelqu'un de bien? Ça ne veut pas dire que je suis pas parfait, j'ai des défauts, je fais des erreurs, mais je suis quelqu'un de bien dans mon intention. Mon intention, je sais qu'elle sera là pour servir les gens et que si je me plante, si j'atteins pas quelque chose, je serai responsable et du coup, j'assumerai. À partir de là, même si j'ai pas le produit parfait, même si j'ai pas le service parfait, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher, eh bien, c'est pas grave parce que je sais que je serai responsable de la confiance que me confie mon client. Donc, je peux y aller avec assertivité. Donc, je peux m'engager pour lui parce que je sais que je serai peut-être pas parfait, mais je serai à 100% engagé avec mon client. Voilà. Point. Et ça, il faut être capable de se dire ça pour pouvoir être à 200% dans les tripes, dans la certitude et dans l'assertivité. Il y a deux comportements qui sont totalement inefficaces dans la vente. Si on fait un schéma, tu vois, si on fait un schéma comme ça, tu vois, si tu regardes, en fait, il y a… Le focus de la caméra, elle ah ouais. se fait pas. Alors, attends. Effectivement. Ah, attends, est-ce que si je fais ça… Ah, voilà. Ouais, je vais passer en mode manuel. Voilà, nickel. En fait, dans la vente, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'écoute. Bien évidemment, il faut être capable d'écouter son prospect parce que si on n'écoute pas, eh bien là, on est en train de vendre notre cam. Mais si on est dans l'écoute, on écoute notre prospect, c'est quoi son problème, c'est quoi son contexte actuel, quels sont les blocages qu'il a, pourquoi c'est un blocage, pourquoi c'est important pour lui de résoudre ce blocage, quelles sont les conséquences négatives auxquelles il s'expose s'il ne fait rien. Bref, on fait ce qu'on appelle une découverte en 3 dimensions. Le contexte, le problème actuel, le désir. Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Pourquoi c'est important de l'obtenir? Quelle est sa motivation profonde? Et puis la troisième dimension, c'est quel est le meilleur chemin pour lui? Qu'est-ce qu'il voudrait mettre en place? De quelle manière est-ce qu'il aimerait passer de la situation douloureuse à la situation de plaisir? Si je suis en phase d'écoute, eh bien ça, c'est le premier élément de la vente. Mais l'écoute seule ne marche pas. Moi, j'étais dans cette écoute-là, mais je n'étais pas dans la deuxième dimension avant et que je ne vendais pas. J'écoutais mes clients, j'avais leur confiance, mais je ne transformais pas parce qu'il me manquait ça. Et ça, c'est le fait de conclure, la conclusion de la vente. Sa capacité à conclure la vente. D'accord? Et en fait, il y a 2 comportements. Ici, là, on est passif, c'est-à-dire qu'en fait, on est le gentil conseiller. On est dans l'écoute, mais on n'est pas dans la conclusion. On écoute énormément, on va poser des questions, les clients vont nous adorer, les prospects vont nous faire confiance. Moi, j'étais le gentil conseiller comme ça pendant des années, donc je sais ce que c'est. Mais ils vont nous dire oui. Sauf que quand on est uniquement gentil conseiller, on fait le travail pour notre concurrence. C'est-à-dire que notre concurrence, eh bien, notre prospect, on va l'aider à prendre conscience de son problème, on va l'aider à imaginer des solutions. Mais si on n'est pas capable de le conclure, le prochain qui passe et qui lui dit « Allez, on y va, on travaille ensemble parce que j'ai compris et j'ai la solution », c'est lui qui remporte l'affaire. Maintenant, il y a une autre posture, c'est ici. C'est pas non plus la bonne posture.
Si on n'est pas dans l'écoute et qu'on n'est que dans la conclusion, le commercial aux dents longues, qu'on a peur souvent d'être et qu'on pense que c'est ça la vente, mais c'est pas ça la vente, on est dans l'agressivité commerciale. C'est-à-dire qu'on est là, on va chercher à absolument obtenir l'accord, on n'est pas dans l'écoute du client, on va vouloir vendre, 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 et ça ne marche pas non plus. Moi, je crois qu'en fait, pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut être ici, en fait, tu vois. Et là, on est un conseiller de confiance. Voilà. Conseiller de confiance. Conseiller de confiance, il est dans l'écoute, mais pas que. Il est dans l'écoute et il a compris que son rôle aussi, c'est d'aider son prospect à prendre une décision, à conclure, à dire oui ou non. Mais pas à dire oui ou non de n'importe quelle manière, parce qu'il est convaincu que c'est le bon prospect, qu'il a la bonne solution pour lui. Et donc là, ça, c'est ce qu'on appelle de l'assertivité, en fait. Pour moi, il faut être le conseiller de confiance assertif. Il faut certes être dans l'écoute, mais oser finalement aider son client à prendre la décision. Voilà, ça a été pour moi une grande révélation quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. Et comment est-ce que tu deviens le conseiller de confiance? Parce que tu restes un commercial dans la tête de la plupart des gens. Moi, avant de demander mon accord pour partir de la boîte, j'étais un commercial. On me disait, non, mais tu vends ta cam, tu veux arnaquer les gens. Alors que moi, dans ma posture, c'était, je veux construire une relation long terme, je veux aider la personne. Sauf que non, les personnes ne me voyaient pas comme ça. Et donc, si les personnes qui nous regardent et qui doivent vendre se considèrent comme n'aiment pas les commerciaux ni le commerce, comment est-ce qu'elles peuvent déjà changer leur regard sur eux-mêmes et devenir le conseiller de confiance des personnes qui pensent que la vente, c'est de l'arnaque? Un mot. Un mot. C'est l'intention. Intention. Qu'est-ce qui fait que tu es un arnaqueur ou pas? C'est ton intention. Si ton intention, c'est d'arnaquer la personne, oui, tu vas être un arnaqueur. Mais si ton intention, c'est de trouver parmi les gens qui sont autour de nous, on peut appeler ça le marché, on peut appeler, tu vois, les inconnus, peu importe. Si ton job te dit, OK, voilà, moi, ce que je veux, c'est identifier les personnes qui ont tel problème, qui en sont conscients et qui veulent changer. Et que moi, ce que je veux, c'est leur poser des questions pour être sûr que je peux les aider. Et si je suis sûr que je peux les aider, eh bien à ce moment-là, je leur ferai une offre. Et je leur proposerai mes services. Je leur proposerai mon produit. Je leur proposerai ce que j'ai à vendre, entre guillemets, pour les aider. C'est quoi mon intention? Si mon intention, c'est de trouver les bonnes personnes que je peux vraiment aider pour leur permettre d'obtenir le résultat qu'ils désirent, mon intention, elle est positive. Je ne suis pas là pour les arnaquer. Alors oui, je vais faire un échange valeur-argent. Il y aura effectivement une transaction commerciale entre nous. Mais la transaction commerciale, la vente, le marketing, ce n'est pas en elle-même bien ou mauvais. C'est l'intention qu'on y met derrière. Si je demande à quelqu'un de me donner 1 000 € parce que moi, j'ai envie de prendre ces 1 000 € et je sais pertinemment qu'en les donnant, il va les perdre et que mon conseil va être nul et que du coup, ça ne sert à rien et que là, si je le sais d'avance, oui, c'est une arnaque. Mais mon intention, elle était justement d'arnaquer la personne. Mais si je demande à la personne 1 000 € parce que je sais que si elle me confie ces 1 000 € et qu'ensemble, on peut travailler ensemble pendant une journée, par exemple, j'en sais rien, et qu'en une journée ensemble, on va travailler sur son problème, son contexte et faire en sorte de mettre en place pour elle le plan d'action pour avancer vers ce qu'elle désire et qu'elle obtienne les résultats, mon intention, c'est d'aider. Mon intention, c'est de contribuer. Mon intention, c'est d'aider la personne à investir sur elle et à obtenir ce qu'elle désire. Donc, au final, tout part de là. Okay. C'est l'intention qui compte. Et en fait, la vente, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Les techniques de vente, les techniques marketing, c'est pas c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que une fourchette, c'est ni bien ni mal, c'est un outil. C'est-à-dire que si je prends la fourchette pour crever les pneus de mes concurrents, ou si j'utilise la fourchette pour nourrir mon enfant, eh bien, c'est l'utilisation de la fourchette qui va faire que je suis quelqu'un de bien ou pas. Mais la fourchette en elle-même, elle est neutre. Là, tu vois, l'argent, c'est neutre. C'est ce que tu en fais qui fait de toi quelqu'un de bien ou pas bien. La vente, c'est pareil. Donc, ce qui fait qu'on est quelqu'un de bien, enfin, qu'on agit dans la bonne direction ou pas, c'est notre intention de départ. Est-ce que je suis clair ou pas par rapport à ça? Oui, t'es clair. Et donc, du coup, à partir de là, la première chose à régler, c'est notre intention.
Si je ne suis pas au clair sur mon intention, je ne pourrais pas bien vendre. La première chose à régler, c'est je dois être dans la certitude que mon intention est bonne, que je suis quelqu'un de bien. Moi, je sais que les gens peuvent me dire que je suis un arnaqueur. Je m'en fous qu'ils peuvent penser ça. Il y a rien qui pourra démontrer parce que mon intention sera jamais dans cette direction-là. Et donc, je pourrais de toute façon toujours justifier de ce que je fais parce que je sais quelle est mon intention. La perception des autres peut être différente parce que ça, je ne maîtrise pas. Je n'ai pas le contrôle de ce que les autres perçoivent de moi. Mais j'ai le contrôle de mon intention et j'ai le contrôle des actions que je pose. Voilà. Donc, la première chose pour devenir à l'aise avec la vente, c'est de clarifier son intention. Est-ce que ce que tu fais, c'est quoi? C'est pour aider les gens? Est-ce que vraiment tu as un bon produit ou tu as un produit de merde? Est-ce que si un client, ok, admettons, tu accompagnes un client, mais tu n'atteins pas ta promesse, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, tant pis, salut? Ou est-ce que tu assumes et tu trouves des solutions? Tout ça, c'est question d'intention. Si, ça peut arriver, moi, que je dise oui à un client, alors de moins en moins, mais à mon démarrage, je disais oui à des clients sur lesquels, eh bien, j'étais pas un 10 sur 10. Je me dis, ok, c'est pas le client idéal, mais c'est pas grave, tac, je le prends. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand c'est pas un client 10 sur 10? C'est que les résultats peinent à arriver, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Soit je dis, écoute, tant pis, ça n'a pas marché, désolé, à la prochaine. Ou soit je dis, non, j'assume, j'ai ma responsabilité. Si je t'ai dit oui, c'est que je me suis engagé. Donc, eh bien, on continue et on va mettre en place des actions pour pouvoir y arriver. Voilà. Ça, c'est une question d'intention. C'est pour ça que l'appel de vente, moi, j'aime bien l'appeler diagnostic puisque tu vas diagnostiquer. La dernière fois, j'ai une personne au téléphone qui me dit mais prouve-moi que tu vas essayer de me vendre pendant tout l'appel, etc. Prouve-moi que c'est le bon produit, etc. Et on n'avait pas encore fait le diagnostic. Et je lui dis, mais non, je suis même pas sûr de vouloir te vendre ce que mon produit en fait, parce que je suis même pas sûr que tu sois la bonne personne. Donc, avant, parle-moi de toi, de tes problèmes, et ensuite on verra si ok, j'accepte de te vendre si on a une bonne énergie tous les deux. C'est ça, c'est un diagnostic la vente en fait. Exactement. Et en réalité, si quelqu'un a un problème avec la vente, il faut qu'il se dise, ok, t'es pas là pour vendre. Tu es là pour faire acheter. C'est deux choses différentes. Moi, je suis à l'aise avec le terme vente. Donc, dire que j'ai quelque chose à vendre, ça ne me dérange pas. Mais si ce terme-là, cette sensation, on dit, ouais, là, j'aime pas la vente, c'est une erreur parce qu'en fait, on vend tout. Et vente, c'est ni plus ni moins que amener à quelqu'un qui a envie d'aller à un endroit, de nous dire oui pour qu'on l'aide à aller vers l'endroit qu'il a envie d'aller. Mais l'idée, c'est pas de vendre. L'idée, c'est de faire acheter. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour qu'on donne envie à un prospect d'acheter ce qu'on a à proposer? Eh bien, c'est que lui-même soit convaincu de que ce que l'on propose est ce dont il a besoin, c'est que lui ait envie de ce qu'on propose et ce que lui ait envie de travailler avec nous. Donc, notre rôle, ce n'est pas de vendre. Notre rôle, c'est de donner envie. Et pour ça, c'est de lui montrer qu'effectivement, par rapport à son problème, on a une bonne solution. Et il n'y a rien de plus puissant que de dire à un prospect, écoute, moi, j'ai rien à te vendre. Je sais même, comme tu l'as dit, c'est très juste. Moi, j'ai rien à te vendre. Je ne sais même pas encore si j'ai quelque chose à te proposer ou pas. L'objectif de cet appel, c'est d'identifier si oui ou non j'ai quelque chose à te proposer. Parce que si ça se trouve, j'aurais rien à te proposer parce que ton besoin, ton problème ou ton objectif que tu atteins, c'est pas quelque chose que je sais faire et dans ces cas-là, j'ai rien à te proposer. Je te proposerai quelque chose si et seulement si j'identifie que tu as un problème que je suis capable de résoudre et 2, si j'ai envie de travailler avec toi aussi. Et si tu as envie de travailler avec moi, bien sûr, mais voilà. Donc, il n'y a rien à vendre. Si tu n'es pas OK avec ça, écoute, je préfère qu'on raccroche tout de suite. Moi, alors là, on va un peu plus loin dans l'assertivité, d'accord? Mais moi, je suis très à l'aise maintenant, mais au début, c'était difficile. Mais quand j'ai compris effectivement que je suis plus dans une posture de vente, je suis dans une posture de faire acheter, c'est à moi d'imposer en place. Il y a des clients, quand j'arrivais chez eux, en fait, l'objectif, c'était de leur dire, c'est un bilan thermique, d'accord? Si je reprends, alors, je prends souvent cet exemple-là, parce que c'est un exemple, dans le domaine de la vente au particulier, mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, dans les 11 autres années, j'étais dans le B2B pour vendre des logiciels de gestion à les entreprises et vendre du consulting, des missions de conseil pour implémenter et intégrer, en fait, tous ces éléments-là. Mais je prends cet exemple-là parce qu'il est assez terre à terre. Je vendais un produit, donc c'est facile à imaginer. Mais l'idée, c'est de faire un bilan thermique. Et s'il y a des gens qui disent, oui, mais votre bilan thermique, là, c'est pour me vendre quoi? Au bout de 15 minutes, tu vas chez le client. Non, mais c'est bon, on le sait, vous êtes là pour me vendre un truc. Vous voulez me vendre quoi? Dites-moi, concrètement, vous voulez me vendre quoi? Eh bien, la posture, elle est simple, c'est rien, monsieur le client. Aujourd'hui, je ne sais pas.
Aujourd'hui, je n'ai rien à vous vendre parce que je ne sais pas comment votre maison est isolée, je ne sais pas quelle est votre facture de chauffage, je ne sais pas quels sont vos besoins par rapport à… Si vous dites que moi, tout va bien chez vous, vous payez, enfin, votre facture vous convient, que tout est bon, j'ai rien à vous vendre. Je m'en vais tout de suite. Si vous me dites, bah tiens, si vous voulez qu'on regarde ensemble s'il y a moyen de faire des économies d'énergie et de confort chez vous, bah à ce moment-là, on va faire un diagnostic, le bilan thermique, et dans 1 heure, je pourrais vous dire si oui ou non il existe une solution. Et je serais même pas, moi-même, je ne le sais pas encore s'il existe une solution. Et puis au bout d'1 heure, c'est ben oui ou non. Hein. Ouais, c'est bon, il y a une solution. Effectivement, vous pouvez passer de 1 000 euros par an à 300 euros par an, par exemple. Ok, c'est quoi la solution? Ça coûte combien? Je ne sais pas encore, je sais pas combien ça coûte. Je ne sais pas encore laquelle est la solution. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la solution que le logiciel a trouvée? Oui, ok, bon, on regarde la solution. Et là, on passe à la solution. D'accord. Donc, la solution, c'est un système aérothermique, etc. Voilà comment ça fonctionne. Ça coûte combien? Écoute, je ne sais pas encore. Je ne sais pas combien il faut. Je sais juste que la solution, c'est ça. Et puis, petit à petit, on va dans le processus. Et si la personne, elle veut savoir tout de suite le prix, je dis, écoutez, moi, j'en sais rien. Ça coûte combien une voiture? Ça dépend. C'est quel modèle, quel type de voiture, quelle motorisation, quelle option, enfin bref, tu vois. Donc, il faut être assertif avec le fait de se dire, je ne suis pas là pour vendre un truc, je suis là pour proposer une solution. Et si la solution convient à mon prospect, on parlera d'argent après. Donc, je ne suis même pas en train de vendre, je suis juste en train de faire un diagnostic pour identifier le problème et de faire une prescription d'une solution. Mais si la prescription de la solution ne convient pas à mon prospect, on ne va même pas parler de la 3e étape qui est le budget. Donc, moi, je ne vends jamais rien. Je ne vends rien. Je fais un diagnostic. S'il y a un diagnostic, je propose une solution. Si la solution convient, à ce moment-là, je propose une collaboration. Voilà. Je trouve ça important ce que tu dis parce que tu as dit qu'il y avait 3 étapes et tu verrouilles à chaque étape, tu attends le oui du client pour pouvoir parler de l'étape d'après. Oui, toujours. Ça, c'est important. Oui, ça s'appelle effectivement du verrouillage. On sent effectivement l'expérience commerciale aussi. Les verrous, en fait, sont fondamentaux. Alors, moi, j'ai fait de la formation commerciale, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir de bons résultats dans le domaine de la vente au particulier, eh bien, on m'a confié en fait la mission de formateur commercial national où j'étais au siège et tous les nouveaux vendeurs venaient 1 semaine avec moi en salle pour pouvoir que je les forme à la méthode de vente, à la méthode de prospection et à la méthode de vente. Et je faisais également de la formation continue, c'est-à-dire que je les accompagnais sur le terrain, soit en tant qu'observateur pour leur observer comment ils faisaient et leur donner des conseils, soit pour leur montrer comment il fallait faire quand ils s'écartaient de la méthode. Et souvent, tu te rends compte que quand tu suis la méthode, eh bien, les résultats arrivent et quand tu t'en écartes, les résultats diminuent. Et donc, du coup, les verrous sont fondamentaux parce que si je verrouille pas le besoin, eh bien, mon client pourra toujours me dire plus tard, ouais, non, mais en fait, non, ça me va. Non, mais en fait, là, payer 2 000 euros par an au lieu de 300, c'est bon pour moi. Ça s'appelle une fausse barbe. Mais on n'a pas verrouillé le besoin. Si on a bien verrouillé le besoin, la 2e étape qu'il faut verrouiller, c'est la solution. Est-ce que la solution que je propose, donc l'aérothermie, je sais pas, la méthode en 5 étapes, est-ce que cette solution-là, tu devrais l'implémenter? Oui ou non? Parce que si on n'a pas validé la solution, eh bien, si on avance vers le budget sans valider la solution, la personne peut dire non, mais finalement, en fait, ça ne me va pas. Non, mais en fait, non, j'aime pas trop, j'ai pas envie de changer mes radiateurs, ils sont beaux, votre truc là au mur, c'est moche. Ou alors, non, mais votre étape numéro 2 dans votre méthode de coaching, non, moi, je suis pas à l'aise avec l'étape numéro 2. Donc, il y aura une échappatoire en quelque sorte. Il y aura des raisons de sortir. Et c'est juste en fait. Et ça, c'est pas de la faute du prospect, c'est de la faute de nous, où on n'a pas finalement bien amené le prospect dans la bonne direction. Et c'est pas parce qu'il n'a pas envie de travailler avec nous, c'est qu'il cherche des raisons, il a peur de prendre une décision, il a peur de faire une mauvaise affaire, il a peur de nous dire oui. Donc, il cherche toutes les raisons pour se défausser et ne pas assumer le fait qu'ils doivent dire oui ou non. Et c'est OK, je ne juge pas, il n'y a pas de jugement, tu vois. C'est juste de prendre conscience de ça. Et notre rôle, c'est de dire oui à un endroit où il n'a plus qu'une chose à faire, c'est dire oui ou non. Et si la réponse qui est la plus favorable à son développement est le oui, eh bien notre rôle, c'est de l'amener sur le oui. Ok, super. Génial, on a parlé beaucoup de ventes là. J'aimerais qu'on aborde le thème du voyage. Ouais. Il y a un problème que j'ai personnellement, donc je vais te la poser la question et je pense qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Quand tu as ton entreprise et que tu pars en voyage, parce que tu es parti en voyage pendant 1 an avec ta famille et tes enfants, enfin ta femme et tes enfants, donc ta famille. Moi, quand je pars en voyage,
mon rythme de travail diminue et j'arrive pas à avoir le bon process et à continuer les actions que je mettais en place quand j'avais ma routine. Et donc, comment est-ce que tu fais en voyage pour continuer à faire des webinaires, puisque toi, c'est ta stratégie d'acquisition client. Comment est-ce que tu fais pour continuer à être assidu et à trouver une connexion Internet, avoir le temps, etc. Eh bien, je le planifie. Parce qu'en fait, euh, quand on est parti donc pendant 10 mois autour du monde, euh, mon rythme de travail a malgré tout diminué parce que je voulais profiter aussi malgré tout un maximum du voyage. L'objectif, c'était de vivre autour du monde. C'est-à-dire on n'était pas en vacances, on faisait pas une parenthèse. On a juste dit, bah tiens, bah, vu qu'on peut se permettre de le faire ça, bah, on va vivre autour du monde, donc continuer à travailler de temps en temps, faire l'instruction famille pour les enfants et tout ça. Et en fait, déjà, il y a deux choses. Un, c'est que si on bougeait tous les jours ou tous les 2 jours, moi, j'y arrivais pas. Peut-être que certains y arrivent, moi, j'arrivais pas à m'imposer ça. J'ai besoin d'un minimum de stabilité pour me poser. Je suis comme un diesel, tu vois. J'ai besoin de préchauffer pour Mmh. arriver dans le flow et être dans le bon truc, quoi. Et donc, du coup, il fallait qu'on planifie des moments où on était plus posé, où on restait 2, 3 jours au même endroit pour que je puisse me mettre dans la dynamique de boulot, me mettre dans l'état d'esprit en fait, dont j'avais besoin d'être. Donc, en fait, voilà, c'est surtout, moi, la clé pour moi, c'est de planifier. Et c'est pas forcément des mois à l'avance, hein, mais se dire, OK, si je sais par exemple que j'ai un webinaire le mois prochain où j'ai besoin de tant d'heures de travail pour le préparer ou pour planifier ou machin, ben, je sais il faut que la semaine prochaine, par exemple, je réserve 3 heures de boulot et puis la semaine d'après, il faut que le jeudi où j'ai mon webinaire, eh ben, je sois toute la journée, par exemple, immobile et puis que ben, Céline et les enfants soient à l'extérieur le temps que je fasse mes affaires, quoi. Donc, c'est une question de planification. Moi, Ouais. c'était de planifier dans l'agenda et de planifier des sessions de travail, en fait, où j'étais en mode plus posé, où ça me permettait comme ça d'avoir le temps de faire les choses. Ok. Ma mère, elle a 6 enfants et, euh, Waouh. et, et, euh, et j'ai des clients qui ont des enfants aussi. Et la plupart, quand je leur parle de personnes qui font le tour du monde avec leur famille, etc., quand je leur en parle, ils ont tous cette question. Mais, et les enfants et la Mhm. scolarité et moi, je peux pas, etc. Alors, comment est-ce que tu as rendu ça possible? Eh bien, on a rendu ça possible avec ma femme, on s'est posé plein de questions. En toute transparence, nous aussi, vu on a été modelé par le système traditionnel, la première réaction qu'on a eue quand on s'est dit, allez, vas-y, on fait ça, on part, et on s'est dit, OK. Et d'ailleurs, c'est la première question que les gens nous posent, c'est, oh, mais l'école pour les enfants et tout, vous allez faire Mmh. comment? Et en fait, nous, on s'est dit, ah ouais, on prend la responsabilité pour eux, on les sort du système scolaire, est-ce qu'ils vont pas être en retard? Ça nous a mis une grosse pression. Donc, j'ai beaucoup discuté avec des amis entrepreneurs et on m'a conseillé en fait de regarder un reportage qui s'appelle Être et devenir de Clara Bellard, qui est un reportage sur l'instruction en famille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des familles qui n'envoyaient jamais leurs enfants à l'école parce que l'instruction est obligatoire, mais l'école ne l'est pas. Il faut le savoir. C'est-à-dire que Mmh. instruire tes enfants, c'est obligatoire, mais tu peux très bien le faire toi-même. Après, si tu es ça s'appelle l'instruction en famille. Et si tu es en instruction en famille, tu as un contrôle une fois par an pour pouvoir attester finalement que tes enfants progressent, etc. Mais tu n'as aucune obligation. Il y a des gens qui n'envoient jamais, depuis la naissance de l'enfant n'est jamais allé à l'école. Nous, ce n'était pas le cas. Donc on s'est dit, OK, pendant un an, on va le sortir du système scolaire. Et on s'est dit, bah tiens, ça va être l'expérience et ça correspond aussi à des valeurs que l'on a, les valeurs d'écoute, d'ouverture de l'enfant, de fait d'observer finalement ce que l'enfant va aimer et va avancer, enfin, l'intérêt qu'il va porter, et on va juste l'accompagner. Alors moi, il y avait une peur qui était vue, je disais, ouais, mais si je n'ai pas la réponse, si ma fille me pose une question et que je ne sais pas répondre, eh bien là, on m'a dit, c'est très simple, ton rôle, c'est pas d'apporter la réponse. Ton rôle, c'est d'écouter l'enfant, d'écouter son besoin, et si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. Il faut juste que, justement, au contraire, apprends-lui à trouver la réponse. Apprends-lui peut-être à aller chercher dans un livre, s'il sait lire, apprends. Ou alors, fais-lui rencontrer quelqu'un qui inscris-le un cours à quelque chose auprès de quelqu'un qui peut lui apporter la réponse. Ton but, c'est pas de tout savoir. Le but du parent, c'est pas de tout maîtriser, de tout connaître. Le but du parent, c'est d'accompagner son enfant dans sa croissance. Donc, si ton enfant est intéressé par un sujet et qu'il se pose des questions sur un sujet, ton seul rôle, c'est de le détecter. Donc, c'est de l'écouter, d'observer et de l'aider à trouver la réponse sur son chemin. Voilà. Et ça m'a levé plein de pression. Et du coup, ben, on s'est dit, OK, ben, on va faire ça, on va faire l'instruction famille. Alors, on avait quand même, en fait, acheté des livres, un petit peu comme des cahiers de vacances,
mes cahiers de vacances avec tout le programme de l'année. D'accord? C'est des cahiers qui sont gros comme ça, format A4, enfin standard, tu vois. Et puis, on travaillait de temps en temps. Quand moi, je travaillais, Céline faisait l'instruction aux enfants, grosso modo 1 heure et demie. C'est-à-dire, vu qu'on a 3 enfants, elle faisait 3 ateliers de 30 minutes. Elle était avec 30 minutes avec un enfant pour travailler avec lui. Pendant ce temps-là, il y avait le deuxième qui était sur la tablette à faire des jeux éducatifs. Et puis, le troisième faisait ce qu'il veut, de la lecture ou du dessin pour la plus petite. Et puis, les ateliers tournaient. Une fois que, tu vois, il y avait un atelier, on va dire, libre, un atelier éducatif avec la tablette, et puis un atelier vraiment, on va dire, entre guillemets, travail avec maman. Ok. Et du coup, ça faisait une session d'1 heure et demie de travail, des fois 2 fois dans la semaine, des fois 3 fois, des fois 0 fois dans la semaine, ça dépendait de notre rythme. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand on est rentré donc en avril 2019, on est arrivé à l'école. Mon fils, donc, c'était son année de CM2, juste avant le collège. Et la maîtresse n'était pas du tout pour le projet. La maîtresse, elle nous a reçus comme ça, un peu en mode oui, par contre, on a vu ça, je ne reviendrai pas dessus. On a vu ça, je vous préviens, je ne reviendrai pas dessus. Et là, avec ma femme, on n'a rien dit, mais on disait, mais en fait, on a bossé, on l'a fait travailler pendant le voyage. Hein. Enfin, il n'a pas juste glandé, hein, tu vois, donc on n'a rien dit, c'est pas grave. Et finalement, eh bien, elle s'est vite aperçue qu'il n'avait aucun retard. Il y avait même des fois, sur un contrôle qu'ils ont fait, il était le seul à avoir tout bon, alors que les autres, enfin, les enfants à l'école, n'avaient pas forcément les bonnes réponses. Bref, en fait, la seule chose que je veux dire, c'est que si en fait on est là pour apporter des réponses à ce que l'enfant, déjà a envie de faire, eh bien il est motivé par ce que lui demande, donc c'est beaucoup plus facile pour lui. 2, quand on est en individuel avec l'enfant, eh bien on peut faire en une demi-heure ce qu'on va faire en une semaine à l'école, parce qu'à l'école, un enfant, il est parmi une trentaine d'enfants peut-être dans les classes, et la classe va au rythme du plus lent. Donc forcément, l'enfant n'a peut-être pas ce dont il a besoin, il n'a pas d'attention. Là, franchement, en une demi-heure, il pouvait faire ce que certains faisaient peut-être à l'école en une semaine. J'en sais rien, j'ai pas de statistiques, mais bon, c'est pour l'idée. Et nos 3 enfants, quand ils sont retournés à l'école pour le mois et demi qui restait de l'année scolaire, ils sont très bien adaptés et ils étaient tous finalement en avance par rapport aux autres. Ils étaient en avance. Pourquoi? Parce que par exemple, mon enfant qui était en CE1, nous, on avait un programme de CE1 qui était l'ancien programme. Et en fait, l'année où on est parti, ils ont décidé de scinder le programme en 2. Donc, il y avait une moitié qui était fait en CE1, une moitié en CE2. Dans l'école dans laquelle il aurait dû être, c'était comme ça. Donc, en fait, nous, il a fait le CE1 et le CE2 en un an, là où eux, ceux qui sont restés à l'école, ont fait que la partie moitié CE1, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont fait que le présent, que le temps de la conjugaison au présent des verbes en ER, admettons. Lui, il avait fait le présent, le futur et puis l'imparfait, je crois, ou je ne sais plus quoi. Et ça, c'est ce qu'il voit aujourd'hui, tu vois. Il voit cette année. Donc, ouais, énorme. Donc, en fait, c'est des peurs qu'on a, c'est des peurs naturelles. Et je veux dire, c'est normal de les ressentir. Nous les ressenti aussi. Mais on se rend compte quand on le fait, et c'est comme tout, quand on passe à l'action, quand on agit, eh bien, nos peurs, elles sont souvent beaucoup plus petites. Enfin, la réalité des choses est beaucoup moins difficile, beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, en fait. Et voilà. Ok. Et comment est-ce que tu t'es senti quand tu es retourné à une stabilité, à une vie entre guillemets normale, à une routine? Très bien. Parce qu'en fait, je n'étais pas parti pour fuir une situation qui ne me convenait plus. J'étais très heureux, en fait. Moi, je suis quelqu'un je suis très à l'aise avec la routine et avec les choses programmées. Mais j'ai un côté de moi un peu aventurier qui aime découvrir, qui aime bouger. J'ai ces 2 aspects, tu vois. Donc, j'aime bouger. Mais revenir, en fait, là, tu vois, ça se voit, j'ai mon petit bureau, tout est installé, machin. Ouais. Je t'ai montré mon petit setup. Voilà, je suis un peu geek sur les bords, sur certains trucs. Donc, revenir sur une forme de routine, ça me convient. Parce que je prends du plaisir dans cette routine, je prends du plaisir dans un système programmé, mais je peux très bien aussi prendre du plaisir dans le fait de vivre au jour le jour, comme quand on était au Laos et qu'on n'avait aucun programme. On arrivait l'après-midi, on ne savait pas où on allait dormir le soir avec nos 3 enfants. Et en Asie, ça se fait extrêmement simple. On visite 2-3 guest house et puis on choisit celle qui nous convient le mieux. Bref, je suis très à l'aise avec ça et je suis aussi à l'aise avec la routine. Le seul truc, c'est que Allô? Ouais, ça a bugué. Tu peux redire? Ah oui. Ouais, ce que je disais, en fait, c'est que je sais pas où ça a bugué, mais tu as dit, je suis très à l'aise avec la routine. Le seul truc, c'est que… ouais, je suis très à l'aise avec la routine. J'aime aussi, comment dire, l'aventure, les choses qui sont pas certaines. Je sais pas, au Laos, par exemple, quand on a passé un mois au Laos, eh bien, on savait pas où on allait dormir le soir même. Enfin, là, on était l'après-midi, on venait d'arriver dans une ville, on savait pas où est-ce qu'on allait dormir le soir même avec nos enfants. Et on allait visiter des guest house et puis on choisissait celle qui nous convenait le mieux, tu vois. Donc, je suis à l'aise avec ça.
mais je suis à l'aise aussi avec le fait d'avoir une routine et je prends du plaisir dans les deux, en fait. Voilà. Ok. Vu qu'on n'est pas parti pour fuir, ça ne m'a pas dérangé de revenir, hein. Hmm. Et donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais 36 ans bientôt ou tu as déjà 36 ans? J'ai 36 ans, j'aurai 37 au mois de novembre. Ok. Merci de remettre le couteau dans la plaie. Dans toute cette expérience en tant que salarié, entrepreneur, père de famille, etc., si tu avais trois choses à retenir que tu voudrais redonner, qu'est-ce que ça serait? La première chose, c'est la citation de Confucius. C'est trouve un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est fondamental pour moi. C'est la base de tout. Trouve un domaine d'une activité professionnelle dans laquelle tu t'éclates, qui te donne du plaisir. Pas forcément une passion, mais en tout cas dans laquelle tu aimes le process, tu aimes le voyage. Enfin, quand je dis le voyage, c'est tu aimes le chemin dans lequel tu t'engages quand tu es dans cette activité professionnelle. Tu vois, peu importe, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui aurait rêvé être archéologue, mais qui, voilà, pour des raisons de santé ne peut pas, eh bien, il peut peut-être trouver une activité professionnelle qui va utiliser les mêmes ressorts de l'archéologie, le fait de fouiller, le fait de chercher. Tu vois, peut-être que tu peux être chercheur dans je sais pas quoi, mais qui va aller faire appel aux mêmes qualités et aux mêmes choses que l'archéologie aurait pu t'apporter, tu vois. Donc, c'est trouve l'activité, les tâches qui te plaisent et tu n'auras pas à travailler un seul de ta vie. Ça, c'est la première chose, c'est fondamental. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je ne m'y attendais pas, mais quand j'étais à Brisbane, en Australie, je suis tombé face à une statue de Confucius. Et en fait, c'est monté naturellement. L'émotion m'est venue, en fait, j'ai Wow. pleuré. Je te jure, j'ai été ému. Jamais j'aurais pu imaginer que ça. J'étais ému le fait de voir Confucius. J'ai l'impression d'être une groupie, tu sais, une groupie qui voit genre Ouais. Justin Bieber. Ah, Justin! Bref, je me dis, putain, c'est ridicule, mec. Mais j'ai vu la statue de Confucius et je te jure, j'ai l'émotion qui est montée, j'ai pleuré parce que, en fait, pendant tellement d'années, j'ai voulu atteindre cet état d'avoir un travail qui me plaît pour ne plus avoir à travailler. Et c'est ce que je vis aujourd'hui, en fait, depuis plusieurs années maintenant. Mais aujourd'hui, c'est pas un travail pour moi. J'utilise même plus le mot travail. Quand on me dit tu vas au travail, je dis oui, mais ça me fait bizarre. Je dis non, je vais faire mon activité pro, enfin, peu importe le nom qu'on donne, mais bref, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Alors, il y a Céline et les enfants, donc il ne faut pas non plus que j'abuse, mais je pourrais travailler H24, je serais heureux, quoi. Enfin, je serais malheureux parce que je n'aurais pas ma vie de famille à côté, mais c'est juste pour vous dire que quand on aime ce qu'on fait, finalement, c'est qu'un plaisir, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de ne pas confondre objectif et résultat. C'est-à-dire qu'en fait, si on se dit, ouais, souvent la tendance à se mettre la pression sur un résultat. Il faut que il faut que je génère 10 000 euros par mois de chiffre. Il faut que je génère 100 000 euros dans les 6 mois. Il faut que j'obtienne, il faut que ce client me dise oui. Je sais pas moi. Il faut que j'obtienne le numéro de téléphone de cette fille parce qu'elle me plaît. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Le fait que la fille me dise oui, j'ai pas le contrôle. Le fait que je génère 10 000 euros, c'est-à-dire que si j'ai un programme à 1 000 euros, que 10 clients me disent oui, j'ai pas le contrôle. Donc, si je me fixe ça comme objectif, ça veut dire que je me fixe sur un objectif sur une chose dont je n'ai pas le contrôle. Et c'est extrêmement stressant. Parce que si, par exemple, je me dis que je dois générer 10 000 euros le mois prochain et qu'on est le 20 du mois et que j'ai généré que 3 000 euros, le fait de me dire mercredi, j'ai généré 3 000 euros, il m'en manque 7 000, ça m'apporte rien en fait. Tu vois, j'ai pas d'insight, j'ai pas de prise sur ça. Donc la vraie question c'est quel est l'objectif que je devrais me fixer de sorte à ce que si j'agis et que je me fixe un objectif sur lequel j'ai le contrôle, si j'agis en faisant ça, ça m'apporte le maximum de chances d'obtenir le résultat que je désire. En l'occurrence, prenons l'exemple des 10 000 euros, parce que c'est celui qui me parle le plus. J'accompagne les clients à générer du chiffre d'affaires, donc c'est un état d'esprit qui est un prochain. Très bien. Tu vends une offre à combien? 1 000 euros? Ok. Il te faut 10 clients. 2 000 euros? Il t'en faut 5. Bon, partons du principe, une offre à 2 000 euros, il te faut 5 clients. Il te faut 5 clients. Si tu lui dois avoir 5 clients, combien de personnes il faut que tu aies au téléphone pour ça? Si tu vends par téléphone. Eh bien, si tu fais une vente sur 5, il te faut 25 appels. Donc, si tu as 25 appels le mois prochain et que tu fais une vente sur 5, tu auras tes 5 clients. On est d'accord? Oui. Donc, l'objectif, ce n'est pas de générer 10 000 euros par mois. Enfin, 10 000 euros le mois prochain. L'objectif, c'est
de générer 20 rendez-vous téléphoniques pour que le résultat qui est faire 5 ventes à 2 000 € et générer 10 000 € arrive. Et on peut aller encore plus loin. Déjà, tu as la maîtrise un peu plus déjà sur l'action. 20 rendez-vous. Au moins, si tu sais qu'on est le 20 du mois et que tu n'as généré que 3 000 €, enfin non, pour le coup que 4 000 € parce que tu as fait 2 ventes, tu sais qu'il t'en reste 3 à faire. Et bien là, tu dis, OK, il m'en reste 3, il me reste 10 jours, 3 ventes, il faut que j'ai donc 3 fois 5, 15 rendez-vous. Ben voilà, j'ai 10 jours pour aller chercher 15 rendez-vous. J'ai déjà plus de contrôle. Mais on peut aller encore plus loin. Tu dois faire 20 rendez-vous le mois prochain. Quelles sont les actions à mettre en place pour obtenir 20 rendez-vous? Comment tu vas les obtenir? Est-ce que tu vas faire des soirées réseau? Est-ce que tu vas faire de la pub sur Facebook? Est-ce que tu vas organiser un webinaire? Est-ce que tu vas envoyer un email à ta liste? Quelles sont les actions que tu peux mettre en œuvre de sorte à ce qu'en agissant, le résultat qui est la prise de rendez-vous arrive? Et là, tu as encore plus de contrôle. OK, je peux envoyer un email, je peux participer à 3 soirées réseau et pas seulement parce que participer à 3 soirées réseau, c'est pas assez concret comme objectif, mais dois participer à 3 soirées réseau et dans chaque soirée réseau, je dois connecter à 5 personnes. OK, là, j'ai le contrôle là-dessus. Le fait que je connecte à 5 personnes par soirée réseau, j'ai le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, à mon sens, faire la différence entre un objectif et les résultats. Et souvent, on qualifie un objectif qui est le résultat qu'on désire, mais c'est une erreur. Voilà, ça, c'est quelque chose de fondamental que moi, j'ai compris il y a des années maintenant, qu'un monsieur qui s'appelle Jean-François Zobrist a mis des mots dessus, et ça, c'est fondamental pour moi. Tu vois, bon, ça, c'est les 2 exemples. Troisième chose, il y a tellement de trucs, en fait, j'essaie de revoir ce qui remonte en premier, tu vois. La prio. Voilà, qu'est-ce qui remonte si je me dis que 3 choses que j'ai envie de transmettre. Ouais. Faire ce qui te plaît, ne pas confondre objectif et résultat. Et puis, ouais. En fait, travaille, investis sur toi-même, sur les choses sur lesquelles, en fait, tu es ton meilleur actif. D'accord? Surtout quand on est dans une posture de conseil, de coach, de formation, de coaching, peu importe, on est on est notre outil de production. Si tu dois lancer une entreprise d'imprimerie, si tu dis par exemple, voilà, moi, mon business, je vais imprimer des flyers. Donc, pour les boîtes qui veulent imprimer des flyers, des plaquettes commerciales, des brochures, moi, je suis un imprimeur. Un imprimeur, si tu veux lancer un business d'imprimerie, pardon, tu vas acheter des imprimantes. Tu vas devoir investir dans des imprimeries, dans des rotatives, des grosses machines qui vont faire passer le papier et qui vont permettre de fournir à tes clients. Et ça choque personne quand on dit ça, d'aller voir la banque, de prendre un crédit de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros pour investir dans des machines qui vont nous permettre de produire. Parce qu'en fait, les imprimantes, c'est notre outil de production. Sans imprimante, je ne peux pas imprimer, donc je ne peux pas fournir le service à mes clients. Ce sont les imprimantes qui sont les outils de production de mon entreprise qui me permettent de délivrer le service à mes clients. Et ça ne choque personne d'investir sur ces machines, ça ne choque personne de les changer tous les 3 ans et d'investir sur cet outil de production. Sauf que quand on est coach ou quand on fait de la formation, c'est qui notre outil de production ou c'est quoi? C'est nous-mêmes. Si on a un état d'esprit bas et on est claqué, on est fatigué, notre outil de production, il tourne à bas régime. Donc, on ne pourra pas fournir le service, on ne pourra pas développer notre business. Donc, si on n'est pas capable d'investir sur notre outil de production, qui est nous-mêmes, on ne peut pas développer notre activité. Donc, la troisième chose, c'est n'hésite jamais à investir sur toi parce que c'est un investissement qui va être rentabilisé toute ta vie. Encore et encore. Quand tu investis sur ton développement avec toi, avec Xerius, sur ton mindset, quand tu investis sur le développement de tes compétences, quand tu investis sur la confiance en soi, la confiance en toi que tu peux développer, l'estime de toi que tu peux développer, etc., tout ça, ça va avoir un effet boule de neige, l'effet cumulé. Il y a un livre à lire, c'est The One Thing et Darren Hardy, l'effet cumulé. Et tu es ton outil de production. Donc, investis en toi. Voilà. Tu dois avoir de la matière première pour pouvoir ensuite redonner, quoi. Exactement. Enfin, une imprimerie qui a 3 machines. Il y a une des machines qui est un peu en panne, c'est-à-dire qu'elle est usée. Elle produit à 10% de sa capacité. L'entreprise se dit, la direction dit, on perd de l'argent parce que les 90% de non-production, c'est de l'argent qu'on perd. Eh bien, nous, c'est pareil. Si on tourne à 30% de régime parce que on n'est pas dans une bonne état d'esprit, on est freiné par nos peurs ou machin, ça veut dire qu'on n'est pas à notre plein potentiel. Et donc,
il faut investir sur nous qui sommes notre propre outil de production. Ok, super. Merci pour ces 3 leçons de vie. C'est super enrichissant ça d'apprendre des autres et de leur expérience. J'adore. Ouais. Euh, Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. vas-y. J'allais te reposer une question. D'accord. Ouais, je dis, ouais, enfin, c'est fondamental parce que tu sais, le succès laisse des traces. Et aujourd'hui, ce serait illusoire de se dire qu'on peut tout inventer nous-mêmes et qu'on va avoir. La réussite, c'est jamais une histoire d'une personne. Moi, là aussi, j'en suis là où j'en suis. J'ai encore du chemin à parcourir, mais j'ai parcouru un certain chemin. Peu importe. Là, si je suis là où j'en suis, je l'ai pas fait tout seul. C'est parce que je me suis entouré de personnes, j'ai appris des autres, des autres qui étaient plus avancés que moi, d'autres personnes qui étaient moins avancées que moi. On apprend de tout le monde. Et le parcours de chacun, en fait, est une source d'inspiration et d'apprentissage. Les livres sont là. Les livres, c'est quoi? Les livres, c'est des clés. C'est des gens qui ont résolu des problèmes que nous, on a à résoudre et qui nous donnent la réponse dans les livres. Si tu ne lis pas, c'est une erreur. Tu as la réponse dans les bouquins. Moi, j'ai des bouquins qui sont là-bas, mais phénoménal. La somme d'épanouissement qu'ils m'ont apporté, la liberté qu'ils m'ont apporté, l'argent qu'ils m'ont apporté. Bref, ces bouquins-là, il y a des réponses dedans. Donc, aller voir des gens, lire des livres, connecter avec des personnes qui peuvent nous inspirer et nous tirer vers là où on a envie d'aller, pas forcément vers le haut, mais là où on a envie d'aller. Voilà, tout ça, c'est ce qui permet de transformer des années en mois, quoi, et de prendre un raccourci énorme. C'est vrai que moi, pendant un moment, avant que j'arrive à vivre de mon activité, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je m'entoure. Et j'étais introverti, donc je me disais non, je reste dans mon coin, je préfère apprendre en lisant des livres, etc. Et au final, tu t'isoles, alors que c'est tellement plus épanouissant d'échanger et d'aller à des rencontres. Donc, pour ceux qui nous regardent, euh, allez à des rencontres, allez rencontrer des gens, les gens en vrai ou par Skype ou je sais pas, mais enfin, c'est vraiment essentiel, quoi. Là où moi j'ai fait les plus gros sauts quantiques dans mon activité, ça a toujours été lors de séminaires. Les séminaires, c'est là où tu connectes avec des gens et une idée te fait faire un saut en fait. Tu as un état de conscience qui est là et quand on te donne une idée qui t'ouvre le champ de conscience, boum, tu passes tout de suite à là. Et ça c'est un millième de seconde en fait. Tu vas dire, oh, attends, j'avais pas pensé, mais oui, bien sûr, je peux faire ça. Mais tant que tu n'y as pas pensé et tout seul, tu n'aurais pas eu l'idée. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui tu parles, ça te fait gagner des années en fait. Donc, ouais, les séminaires, enfin, quel que ce soit, en petit comité ou les gros séminaires de motivation, peu importe les types de séminaires auxquels on participe, mais moi je sais que c'est fondamental. Et peut-être que tu l'as déjà dit, mais quel est le truc dont peu de gens parlent et qui fait une différence énorme quand tu le maîtrises pour ceux qui veulent développer leur activité avec les webinaires? Si c'est pas la vente, ça serait quoi? Si on parle des webinaires, euh, pour moi, il y a une chose qui fait fondamentalement la différence et on parle beaucoup des techniques, la structure des webinaires, la campagne, tout ça, j'en parle aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qui est fondamentale et qui fait une grande différence d'un webinaire qui fonctionne et un webinaire qui ne fonctionne pas, c'est l'énergie. L'énergie dans laquelle on est. Tu vois, là, je suis debout. D'accord? Je suis debout. Et quand je fais un webinaire, ça c'est mon setup de webinaire, je suis debout. Pourquoi? Parce que tu es dans une énergie qui est totalement différente. Tu es dans l'action, tu vois. Tu es prêt finalement comme si tu étais sur scène, comme si tu étais face à un public de 1000 personnes et que tu es sur scène et que tu n'as pas de genre. Tu es debout, tu es dans l'action et tu es dans une énergie qui est totalement différente. Alors, chacun va avoir son énergie à des niveaux différents. Moi, j'ai une énergie qui est assez haute en termes comment dire, de vitesse de parole, en termes d'intonation et autres. On peut avoir une énergie plus basse. Chacun va avoir sa signature énergétique, mais il faut être dans une énergie dans laquelle on est dans la confiance, dans la certitude, dans l'envie d'aider. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et il faut être dans la même énergie sur la partie de contenu que dans la partie de vente. Parce que si on est dans une super énergie à la partie contenu, mais qu'on tombe ensuite, à jamais. Donc, il faut être capable d'être dans la même énergie, dans le contenu comme dans la vente. Et pour ça, eh bien, il faut se préparer comme un champion olympique avant le webinaire. Moi, j'ai des musiques que j'écoute si j'ai envie de me mettre dans une énergie de guerrier, une énergie de win, etc. Et puis, d'avoir des mantras pour se mettre dans un bon état d'esprit. Moi, j'ai des mantras aussi, je me répète avant le webinaire. Et voilà, et ça me permet de donner la bonne énergie avant de me mettre face à mon public, quelque sorte, et de délivrer mon message. L'énergie, ça fait changer aussi ton niveau de certitude et donc de confiance en toi et ça se ressent par rapport aux personnes qui te regardent, quoi. Exactement.
J'avais entendu dans une de tes vidéos il y a pas mal de temps, puisque ça fait longtemps que je te suis, que tu avais fait, quand tu t'étais lancé, tu avais fait beaucoup, beaucoup de webinaires chaque semaine et et que jusqu'à temps que tu deviennes parfait dans ça, enfin parfait entre guillemets, jusqu'à temps que tu deviennes très bon. Si tu recommences à zéro par rapport à ça, est-ce que tu referais la même stratégie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En 2019? En fait, aujourd'hui, je suis tiraillé, je suis un peu tiraillé parce que oui, mais peut-être pas. Peut-être pas. Il y a une autre stratégie, alors qui nécessite un petit peu de budget, mais le webinaire aussi, il nécessite du budget, un minimum de budget aussi, tu me diras. Peut-être pas. C'est-à-dire que il y a une solution. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des façons de faire qui sont peut-être encore plus rapides. Il y a les deux stratégies ont des avantages et des inconvénients, mais en 2019, si je devais reprendre, peut-être que je suivrais une autre stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux comme Facebook nous donnent une capacité d'action qui sont juste phénoménales. Et ça existait déjà quand je m'étais lancé, mais j'avais pas la conscience que je pouvais faire ça. Je savais pas. Mais tu vois, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'identifier, grâce à Facebook, en utilisant la publicité, de mettre en avant notre message, de mettre des vidéos sur un trafic froid et identifier qui sont les gens qui interagissent avec cette vidéo pour, par rapport aux gens qui ont interagi avec notre vidéo, leur proposer à eux spécifiquement quelque chose. Et je pense que ça peut être encore plus simple à mettre en œuvre et plus rapide à mettre en œuvre. Donc, les webinaires, ça reste une super stratégie que je conseille, mais pour faire encore plus simple et plus rapide, je pense que cette stratégie-là, pour quelqu'un qui démarre, peut être en 2019 et même en 2020, va être quelque chose de fondamental. Ok. J'ai encore deux questions pour toi. Ouais. Euh, Kaizen, c'est le Oui. nom de ton entreprise. Tu as une formation qui s'appelle comme ça, Webinaire Kaizen. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est assez intriguant. Ouais, en fait, mon entreprise, elle s'appelle Kaizen Attitude parce que je crois que le succès vient de l'association de ces deux choses. Le Kaizen, c'est un terme japonais qui signifie, enfin, qu'on traduit en Europe par amélioration continue. Le Kaizen, ça vient du Japon et c'est Toyota, il y a des années, avec un mec qui s'appelle Deming, qui a mis en place la roue de Deming. Où en fait, l'amélioration continue, c'est simple, c'est 4 étapes. C'est tu agis, non, pardon, tu planifies. Tu planifies un projet, tu dis, OK, voilà, on veut faire ça, on va faire ça. Tu planifies, tu agis en fonction du plan que tu as mis, tu contrôles ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et ensuite tu ajustes en fonction des résultats et tu continues. Donc tu planifies, tu agis, tu contrôles et tu ajustes. Tu replanifies en fonction des ajustements, tu agis, tu contrôles et c'est une roue. L'amélioration continue, c'est 4 étapes qui se suivent tout le temps. Planification, action, contrôle, ajustement et on planifie la deuxième itération. On agit, on contrôle, on ajuste et on planifie la troisième et ainsi de suite. Bref. Et donc, pour moi, le succès, c'est l'alliance de ça, de la méthodologie. Parce que la méthode, c'est fondamental en fait de suivre une méthodologie, que ce soit la méthodologie d'amélioration continue, mais aussi une méthode spécifique, par exemple dans la vente. Si tu n'as pas une méthode de vente, eh bien, il y a de fortes chances que ça ne t'ait pas autant de résultats que si tu as une méthode précise qui a fait ses preuves. Donc la méthode est importante. Et deux, c'est l'attitude, le mental. Tu es bien placé pour le savoir en tant que tu accompagnes tes clients justement sur cet aspect-là. L'attitude, le mental, si tu n'es pas dans une dynamique d'enthousiasme, de certitude, de confiance, d'engagement, ben, tu as beau avoir la meilleure des méthodes, mais si tu as un mental pourri, si tu es claqué à l'ouest, Nadal, il ne pourrait pas gagner sur terre battue depuis je ne sais pas combien d'années s'il avait que la technique. S'il avait la technique, mais il était ruiné d'un point de vue mental, je suis sûr que Federer serait capable de le battre. Ouais. Parce qu'en fait, il faut les deux. Il faut la méthode et il faut l'attitude. Et voilà, donc le Kaizen, c'est ça, c'est l'amélioration continue. Kaizen Webinar, parce que tout simplement, quand on veut développer une campagne de webinar la plus rentable possible, ben, ça sera pas forcément un succès du premier coup. Par contre, si on améliore au fur et à mesure les choses, là, effectivement, on peut bien travailler, améliorer, optimiser et aller atteindre les résultats qu'on a envie d'atteindre. Ouais, c'est énorme parce que avant l'interview, je t'ai dit, toi, t'es le sèche-linge et moi, je suis la machine à laver. Les gens passent par moi, ils se font laver le cerveau et ensuite ils vont avec toi pour la stratégie, pour la vente, etc. Et c'est exactement en fait pareil que méthode et ensuite attitude. Machine à laver et ensuite, enfin, sèche-linge et machine à laver quoi. C'est Les deux sont fondamentaux.
L'un ne va pas sans l'autre. Le mec qui a l'attitude, wow, wow, il est chaud et tout, ça y est, il est bon, mais derrière, il ne sait pas quoi mettre en place et puis où il part dans tous les sens, il n'a pas de focus et tout, ça ne marchera pas non plus en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Les deux doivent être travaillés main dans la main. C'est complémentaire, ouais. Donc là, tu es sur la série Unstoppable Expert et la question que je pose à tout le monde, c'est quel est ton pourquoi? Parce que, voilà, qu'est-ce qui fait que tu es là et tu seras là pendant des années et tu es inarrêtable et quel est ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est de faire ce qui me plaît. C'est d'être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est mon gros pourquoi personnel, profond. Si je fais ça, si je fais ce métier, c'est parce que ça me permet de faire ce que j'aime. Ça me permet de faire ce qui me plaît. Ça me permet de vivre une vie dans laquelle j'honore la citation de Confucius qui est « Trouve un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler toute ta vie ». Si un jour, c'est plus ça qui me plaît, c'est autre chose, ben, je donnerai une forme différente, j'en sais rien. Mais en tout cas, ma motivation profonde, c'est de toujours me réaliser. Une de mes motivations principales, c'est la réalisation personnelle. D'accord. Mes 3 valeurs clés en fait, que je mets souvent en avant sur ma page Facebook, c'est oser, être, se réaliser. C'est fondamental pour moi. J'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin de faire ce qui est important. Et ce qui me permet de me réaliser aujourd'hui, c'est de me sentir utile, c'est de transmettre. J'aime en fait former, j'aime transmettre, j'aime prendre de la forme des choses complexes, les rendre simples et faire en sorte que les gens comprennent. J'aime quand on me dit « David, wow, j'adore ta pédagogie, ça, j'ai jamais compris. » Et là, en un clin d'œil, ça y est, j'ai compris. J'ai regardé ta vidéo, j'ai compris. J'adore ça. J'aime transmettre mon savoir, j'aime aider les gens à mieux comprendre, à implémenter, à obtenir des résultats en simplifiant les choses. Tu vois, moi, je suis passionné d'un jeu qui s'appelle le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu extrêmement stratégique. J'aime résoudre les problèmes, en fait. J'ai toujours adoré les résolutions de problèmes en maths. Quand on fait du jeu de Go, tu as ce qu'on appelle des tsumego. En japonais, ça veut dire résoudre. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en gros, c'est la résolution de problèmes. On te donne une situation, on dit voilà, à noir de jouer et noir doit tuer blanc. Enfin bref, ceux qui connaissent pas, ça leur parle pas, mais peu importe. On te donne un contexte, on dit voilà, trouve la solution. Tu vois, c'est comme si tu as des jeux dans les magazines où tu dois résoudre des problèmes. Moi, j'adore ça. Et donc, quand je suis avec des clients et que je permets de découvrir leur situation, leurs problèmes et de leur apporter la solution, c'est ça qui me permet de me réaliser parce que c'est ça qui me fait que je me sens utile. Mais la motivation, égoïste de mon pourquoi, en fait, c'est j'ai besoin de faire quelque chose dans laquelle je me sens utile et qui m'épanouisse. Ça, c'est pour moi, le pourquoi, il doit y avoir 2 choses. Il y a besoin de contribution, mais il doit y avoir un pourquoi aussi égoïste, personnel, en fait. Il y en a certains, mes clients, ils me disent, ouais, je n'ose pas trop le dire, mais moi, mon pourquoi, c'est que j'ai envie de démontrer à tous ces crétins qui m'ont dénigré dans le passé que je ne suis pas n'importe qui. Très bien, parfait. C'est un pourquoi fort, ça va donner une énergie de malade, ça va te donner un feu sacré fort. Il ne faut pas qu'il y ait que ça parce que tu es dans une énergie trop de revanchardise, mais ça peut te nourrir et c'est OK. C'est très bien de couper les deux. Voilà. Donc moi, mon pourquoi égoïste, il est là. J'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin de faire ce que j'aime, j'ai besoin de faire ce que je veux quand je veux avec qui je le veux. Voilà. Wow. J'aimerais juste revenir sur la pédagogie. Je ne sais pas si tu t'es formé à la pédagogie, mais effectivement, tu expliques avec une clarté phénoménale. Quand on regarde tes vidéos, c'est clair, c'est propre, franchement, tu t'es formé ou c'est vraiment naturel? Alors, j'ai pas suivi de formation à la pédagogie. Non, je sais pas en fait. Non, j'ai été formateur commercial par le passé. Est-ce que ça vient de là? J'en sais rien en fait, à vrai dire. Après, je me suis formé à plein de choses. Donc, je pense que c'est tout ça cumulé, tu vois. La compréhension là, en école de commerce, le fait de formuler des messages clairs, le fait de structurer les choses. Je pense que j'ai un fait que moi, c'est assez naturel pour moi de structurer les choses. J'aime modéliser les idées. Ça, c'est assez naturel chez moi. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu tout ça cumulé. Tu vois, quand je me suis intéressé tu t'intéresses à la psychologie, comment les gens aiment apprendre, comment les gens reçoivent l'information, avec le pourquoi, quoi, comment, tu vois, quand tu structures ce genre de choses, ça aide. Et une fois que tu as des frameworks, en quelque sorte, intégrés, et bien après, tu peux faire n'importe quel contenu en suivant ces frameworks-là. Donc, j'ai des bibliothèques, on va dire, de frameworks dans mon esprit auxquels je peux faire appel d'une manière simple, en fait, à force de les utiliser. C'est devenu quelque part une sorte de réflexe. Alors voilà, mais je n'ai pas de formation spécifique à la pédagogie. Ok.
David, où on peut te retrouver pour les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur toi? Eh bien, il peut me retrouver sur ma chaîne YouTube de mon propre nom, davidvenink.fr, enfin David Venink. Venink s'écrit V-E-2-N-I-N-K. Ou alors sur Facebook, ou en tapant sur Google David Venink, eh bien, je peux me retrouver, me contacter soit par email, soit par Messenger. Voilà, tout simplement. Ok. Et est-ce que tu aurais une personne que tu connais personnellement que tu aimerais voir se faire interviewer sur cette chaîne? Il y en a plein. Petit défi. Il y en a plein. Quelqu'un, eh ben, tu sais quoi, la première personne là qui me vient, Romain Collignon. Ok. J'aime beaucoup, j'adore son travail. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ouais, Romain Collignon. Ok. Bah, je vais la contacter de ta part alors. Ouais, c'est un mec super, tu verras. Et ouais, voilà. Je sais Ok. pas si c'est le genre de choses qu'il fait, mais je pense que, enfin, je sais pas, tu verras avec lui. Mais Ouais, en je tout cas, verrai. c'est une personne avec qui j'aimerais beaucoup. Ce serait très intéressant de voir. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup d'être intervenu. C'était un plaisir. On a appris plein de choses. Franchement, ça fait plaisir. C'est cool d'avoir pris du temps pour. Avec grand plaisir. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Donc, en espérant que ça aide un maximum de gens de ton audience et des gens qui regarderont cette vidéo. Donc, voilà. Ouais. Merci à toi pour Et l'invitation. même de ton audience, hein, voilà, de tout le monde. Oui, enfin, oui, bien sûr. Les gens qui regarderont, quoi. Voilà. Allez, ciao, ciao. Merci.